Salut tout le monde, c'est le retour de MMA Chill and Fight. Et la grande nouveauté cette saison, écoutez bien, c'est qu'il n'y en a pas, évidemment, nous sommes les meilleurs. Ah, le boulard me diriez-vous? Non, juste une référence à Cédric Doumbé. Et oui, vous savez, le vainqueur de LOL qui ressort. Enfin, après, moi, j'ai pas été très fan de son passage dans LOL. Je pense qu'il serait mieux dans une cage, mais bon, ça c'est un autre débat, c'est un sujet, comment je pourrais dire ça, épineux, disons. Bon, plus sérieusement, dans cette émission, on va recevoir des combattants, des combattantes, des coachs, des patrons d'organisation, et puis voilà, plein... Ah, désolé. Ouais, allô. Ouais, Guillaume, dis-moi. Ouais, je suis en émission, mais vas-y, dis-moi rapidement, ouais. Oh, putain. Non, Guillaume, on en a déjà parlé 1000 fois, on veut pas d'influenceurs dans l'émission. Non, mais... Oui, mais je m'en fous que c'est Bidadi, il s'entraîne dur, que Guillaume, je dois te laisser, on démarre, là. Ouais, oui, fais-lui un bisou, d'accord. Bisous à Sébi, ok. Allez, salut. Salut, Guillaume, salut. Putain, on va pas y arriver, désolé, je pose le portable là. Donc je disais, MMA Chill and Fight, c'est quoi? C'est de la baston tout en décontraction. Et puis vous le savez, enfin peut-être pas, vous l'avez peut-être oublié, mais je vais vous le rappeler. Pour faire un beau combat, il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Le Benjamin Button du MMA français est à mes côtés, Sébastien Love. Salut mon Lucien, comment tu vas? Ça fait plaisir de te retrouver. Tu m'as manqué. Ah bah toi aussi. Non, tu m'as vraiment. manqué, ce style m'a manqué surtout. Ah, oui. écoute, je me suis dit... Les chaussures assorties comme d'hab. C'est parfait. J'avais la classe l'année dernière, je vais rester comme ça. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu prends de l'âge, mais tu prends du style. Merci beaucoup. Hein, chaque jour qui passe. Ah, Et ça, je te dis bravo pour ça. C'est gentil. Attends 2 minutes. H, tu attends, tu fais comme tout le monde. Putain. Saladin veut venir, d'accord. Il attend, il patiente. Il y en a beaucoup qui veulent venir. Merci. Tu fermes la porte, s'il te plaît. Merci H. Merci. On va pas y arriver cette saison, mais on est... Bon, voilà. Oh là là. Mais bon, ce qui est bien avec MMA Chill and Fight, c'est qu'on a toujours un mec qui, quand on n'a pas d'invité, quand on doit un peu combler le vide, on l'appelle, on lui passe un petit coup de fil, et il est là. Tu vas nous le présenter. Bah lui, il sait qu'il y a des petits fours. Donc il Et vient. voilà, évidemment. Il n'a jamais de mèche rebelle, c'est le mieux coiffé du game. Il est meilleur en MMA qu'au poker, monsieur Nicolas Haute. Ça va Nico? Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ah Nicolas Haute. Vous avez démarré fort, hein. Ah oui. Alors là, On est content d'accueillir un petit jeune dans le milieu qui, voilà, tu vois, se développe laissez sa petit à chance à tout le petit, monde, quoi. Ouais, c'est progresse. Ouais, on donne la chance à tout le monde ici. C'est important, c'est ce qui fait un petit peu notre marque de Voilà, fabrique. exactement. Alors juste avant que tu commences, t'avais une remarque tout à l'heure en off sur Lucien. ah ouais, Lucien qui se fait un petit Oh, style un putain. petit peu décontracte, un petit Ah peu. non. Ah non, écoutez-moi bien, la caméra, regardez ce que je vais vous dire. Nicolas est arrivé, on était encore en off. Il a dit Lucien, j'aime bien parce qu'il a un style un peu négligé. Comment je dois le prendre? Sérieusement. Un style négligé, j'ai sorti le costard, petite coiffure, petite barbe un peu taillée. Style négligé les gars, Beau sérieusement. gosse. On Non, apprécie. mais- On apprécie. Ouais, mais on sent le look étudié. Tu sais, tu fais genre, j'ai pas eu le temps de me raser, mais tu Ouais, vois. j'aurais préféré style étudié que style négligé. Tu vois. Je le prends déjà très mal. Mais bon, c'est Nico. Ah Nico, oui. on le connaît bien. C'est la 4e fois qu'il vient dans nos locaux quand même. 2 fois dans MMA Chill and Fight. Ouais. Il était passé aussi dans MMA Extra Round avec Lucie Berthaud. Et puis dans un live qu'on avait fait pour une organisation de MMA. Et on avait eu beaucoup de retours sur ton passage MMA Chill and Fight où c'était tellement intéressant que les gens avaient dit il faut le réinviter, il faut le réinviter. Ouais. Nous, on voulait pas. Bah, Tu vois, forcément. on s'est dit, Non, non, c'est stop. Voilà. Et puis là, bon, pour la première. Il n'y Ah avait oui. personne. Après la piètre prestation au poker, tu t'es dit bon allez, on va quand même l'inviter pour parler d'autre chose. On va en parler tout à l'heure, ça. Exactement. Bon Nico, la star, le roi de l'UFC Paris, j'ai envie de dire. Évidemment une 4e édition aux allures de France-Brésil. Et qui dit France-Brésil dit 3-0, ça s'est passé comme ça. 3-0 et qui dit 3-0 Seb? Dit champion du monde. Champion du monde. Évidemment. Magnifique. Pa, pa, la, pa, 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 la, pa, la, pa, la, pa, la, pa, pa. Magnifique, bravo Nico. Bon, on pensait que ça allait plus te surprendre que ça. Tu fais la gueule là, merde. Là, je suis un peu surpris de tout ce qui arrive dans cette émission. C'est n'importe quoi, c'est MMA Chill and Fight, on continue à ne pas se prendre au sérieux. Ah, t'es beau comme ça, On Nico. est bien. Là, Avec on les est petits je suis bien confettis. entouré, là. C'est parfait, c'est parfait. Bon, Nico, toi avec tes combattants, donc le 3-0, alors, tu l'as pas fait tout seul quand même. Hein. Toi, tu as fait le doublé, comme Zidane, Ouais. avec BSD qui bat Mauricio Ruffi, et puis Nassourdine Imavov qui bat la décision Caio Borralho. L'ambiance, est-ce que tu peux nous en parler? C'est la plus folle que tu n'as jamais vécue? Ouais, l'ambiance de l'UFC Paris, c'était incroyable. J'ai vécu l'UFC Paris dans les tribunes, le 1. Le 1, ouais. J'ai vécu le 3 en Common Event avec Nas. Là, pour le coup, je pense qu'on n'a jamais vu un UFC. Déjà, je pense qu'on n'a jamais vu un UFC Paris avec une aussi belle carte, aussi internationale, avec autant d'enjeux.
On avait quand même une place pour un contender pour la ceinture. On avait quand même un refi contre Benoît qui intéressait le monde entier. Tout le monde se posait la question. Donc on a un gros UFC Paris. On a eu l'Osenketa contre Pitbull qui a été annulé, mais qui était quand même un énorme combat. Et en plus de ça, on a eu les victoires françaises. Il y avait une ambiance. Moi, voilà, c'était incroyable. Quand je savais que pour Benoît et Nassourdine, il y allait avoir une ambiance de fou. Et tu t'y attendais pas forcément pour les autres? Quand je suis rentré avec William et qu'il y avait cette ambiance de malade mental, je me suis dit, waouh, c'est fou. Et ouais, non, c'était incroyable, c'était incroyable. Bon, Nico, en tout cas, on te félicite pour ça. On va aussi te féliciter pour plein d'autres choses, parce qu'on le sait, tu es un homme multicasquette. Donc regarde, on va prendre le temps un peu de te féliciter pour tout ça, tout ce que tu as fait ces derniers temps. Déjà, ta réussite à l'examen final de la certification délivrée par HEC Paris. Tu vas voir, petit, voilà, magnifique, Nicolas Haute. Voilà, donc bravo pour ça, hein, franchement c'est fort. Un gars sur Twitter. Oui, et puis bon, la certification obtenue, mais ça ce n'est qu'une étape pour Nicolas, puisque tu n'es jamais rassasié. Tu mènes un double projet aussi avec ce Master 2 au Conservatoire National des Arts et Métiers que tu vas commencer bientôt. Donc on va te souhaiter bonne chance avec Seb pour ça. Et puis on salue aussi ton engagement pour la planète. On le sait, c'est très important, Nico l'écolo. Forcément. Donc voilà, Nico, bravo pour tout ça, vraiment. J'aime bien cette photo de profil. Elle est jolie, hein. Il y a beaucoup de Nicolas Haute, hein. J'en ai trouvé énormément. Il y a beaucoup. Et il y en a, une fois de temps en temps, il y en a un qui m'envoie un message. Ah bon c'est vrai? Ouais, il me retrouve, le gars, il m'envoie un message. Mais en disant quoi? En je disant, sais pas, on s'appelle parfois Nicolas j'ouvre, tous les parfois deux. j'ouvre pas. Mais Ouais, c'est vrai. Voilà. Magnifique. Ah, On peut s'arrêter là, je crois. Là, on a tout dit hein, dans cette Ah émission. bah là oui, pense ouais, que à voir. c'est Et le mec, Merci il dit, beaucoup, les gars. quand on dit multicasquette, c'est multicasquette. Ah bah pour le coup, oui. Voilà, quel parcours ce Nicolas, c'est incroyable. Non, on l'a vu débuter tout petit. Hein. Il était comme ça, quoi. Ouais. Hein? Tout petit. Ah ouais, évidemment. J'ai un enchaînement là? Ah non. Pas du tout. Ah non, c'est juste un petit moment de flottement, mais ça arrive dans les MMA Chill and Fight. C'est aussi la beauté de l'émission, Seb, tu vois. Évidemment. Moi, ce qui me fascine chez Nico, c'est l'ascension. Ouais. Cette ascension qui a été... pas si... Il y en a beaucoup qui disent « Ouais, ascension fulgurante ». Je dis non, ça c'est ceux qui ne connaissent pas. Parce que Nico travaille depuis des années. Mais il n'y a pas eu de stagnation, en fait. C'est en constante progression. Et le truc, je me dis « Mais putain, jusqu'où il va s'arrêter ?» Parce que là, ça monte. Et c'est vrai que moi, on m'en parle beaucoup. Et quand j'ai dit qu'on reprenait l'émission là avec Nico, oh, c'est tout de suite le truc. Ah ouais, non, lui, trop bien, lui, l'entraîneur, lui. Et c'est vrai que tu marques les esprits. Et depuis le début, moi, je vois ça, je suis ça. Et c'est hyper intéressant de voir ton parcours. Et puis là, après, il y a plein de trucs qui arrivent avec la création maintenant de ton gym. Et voilà, moi, je suis et je continue de suivre. Et puis j'ai hâte de voir la suite dans 5-6 ans. Qui seront les combattants qui aimeraient être avec toi et tout. Et c'est hyper excitant, en fait, parce que c'est pas comme si, quand tu suis un combattant, t'as globalement une deadline. Tu sais que dans 5 ans, il a 30 balais, 35 ans. Un entraîneur, non, finalement. Alors, surtout que tu es un jeune entraîneur aussi, Nico. Oui, on va dire, il n'y a pas de deadline, mais il y a des cycles quand même. Bien sûr, il y a Tu as toujours vu des cycles qui durent plus ou moins longtemps, mais tu vois, que ce soit en France ou aux États-Unis, tu as toujours vu des cycles avec les entraîneurs, des modes. Ouais. Bon, l'idée, c'est de rester le plus longtemps possible, de faire le travail le mieux possible, le plus longtemps possible. Mais cette histoire de cycle, elle existe quand même. Tu vois, je pense qu'on ne peut pas... c'est comme dans tous les sports, je suis d'accord. Ça tourne. Voilà. Et Nico, on entend beaucoup parler de toi ces derniers temps. Forcément, tu es beaucoup sollicité aussi, mis en valeur par tes combattants. Et bien heureusement, il faut bien de le faire. Je sais que tu as le boulard. Non, je rigole. Non, je sais justement que tu es quelqu'un de modeste. Comment tu la vis un peu, cette notoriété grandissante là? Tu sais, en fait, ton quotidien, il change pas. Toi, tu n'as pas senti de changement depuis... Le changement, c'est que quand tu croises des gens dans la rue, le mot que j'entends beaucoup et qui me touche vraiment, c'est « merci pour ce que tu as fait pour le MMA ». Et c'est marrant parce qu'en fait, toi, au quotidien, tu influes les gens avec qui tu es. Et c'est un impact sur le MMA, mais tu influes les gens avec qui tu es au quotidien, tu vois. Donc, le quotidien, il ne change pas beaucoup. Maintenant, effectivement, la reconnaissance, elle est beaucoup plus importante. Et quand tu croises des gens, il y a une superbe énergie positive où les gens ils viennent te voir et te disent « Ouais, c'est super ce que tu fais. L'UFC Paris, c'était incroyable, etc. etc. » Mais ton quotidien, tes proches qui sont là, ça ne change pas. Ce que tu fais à la salle, ça ne change pas. Donc, c'est la reconnaissance qui change beaucoup. Voilà. Est-ce que tu as peur de ce côté, des fois, justement, quand tu parles de cycle, là, tu es là, et qu'un jour,
genre, je sais pas, il y a 2 KO qui arrivent sur un UFC et que... BSD Nassour, deux gros KO énormes. Tu connais les gens, un coup, t'es le meilleur, et puis de l'autre côté, tu prends, finalement, il est pas bon. Je dirais pas que j'ai peur, mais je l'ai conscientisé. Je sais qu'on est dans un sport où chaque combat suivant est plus dur que le combat précédent. Et on est dans un sport où, quand il y a 2 combattants qui rentrent dans la cage, il y en a un des 2 qui va perdre le combat. Donc, je suis conscient de ça, je suis conscient qu'il y a des cycles, je suis conscient que dans le chemin de progression, il y a des victoires, il y a des défaites. Moi, je suis conscient de tout ça, le grand public peut-être pas, mais moi, j'en suis conscient. Et donc, je suis conscient qu'il va y avoir ces choses-là, et je suis conscient que ça fait partie du chemin, quoi. Comme tu dis, depuis le début, il y a eu des victoires, il y a eu des défaites, il y a eu des victoires, il y a eu des défaites, et puis tu continues à avancer. C'est ça le jeu. Le jeu d'un entraîneur, le jeu d'un combattant, le jeu d'un entrepreneur, c'est d'accepter que sur le chemin, il va y avoir plein d'obstacles, il va y avoir plein de défaites, et que si tu continues suffisamment longtemps, tu vas arriver très haut, très loin. Mais le jeu, c'est pas de se dire qu'il n'y aura pas d'obstacles. Moi, il y a un truc que je me demandais aussi, Nico, parce qu'on sait que les combattants, les sportifs de haut niveau en général, font beaucoup de préparation mentale maintenant. Est-ce que quand tu es coach, c'est quelque chose que tu peux faire aussi, la préparation mentale, ou plus globalement aller voir, tu vois, je sais pas, un psychologue, une psychologue, parce que c'est quand même aussi une grosse charge sur tes épaules. Ouais, bien sûr. Alors c'est quelque chose que tu peux faire, c'est quelque chose que tu peux faire de manière formelle, c'est-à-dire avec un préparateur mental, c'est quelque chose que tu peux faire de manière informelle, c'est-à-dire que tu peux discuter avec tes proches, avec tes combattants. Tu sais, tu peux t'inspirer de tes combattants aussi. Toi, tu le fais personnellement? Est-ce que tu as à côté Par exemple, j'aime beaucoup quand j'ai des décisions sur lesquelles il y a des grosses prises de risques. J'aime bien en discuter avec Nassourdine parce qu'il a une vision, il a une acceptation du risque qui est élevée. Par exemple, tu peux nous donner un exemple là, quand tu dis une grosse prise de risque pour l'UFC Paris, il y a un moment où JB Shelby, le manager de Delphine qui travaille pour la BTT, Delphine Benouesh, il m'appelle et il me dit écoute, il y a peut-être moyen que Delphine elle rentre à l'UFC là. Sauf que si elle rentre, elle est en 57 kilos, donc la caté du dessus, et c'est une fille qui est vraiment forte en face. Qu'est-ce que tu en penses? Et donc on étudie les combats et machin bidule et on se pose des questions. Et à un moment, moi j'ai déjà 3 combattants sur l'UFC Paris, donc il y a déjà une charge de travail qui est énorme. Mais je me dis, ça, je ne peux pas le mettre dans l'équation, donc je le mets de côté. Et puis à un moment, je dis, c'est quoi, je vais appeler Nas. Et donc j'appelle Nas qui est avec Daguir, il met le haut-parleur et je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, mais il faut foncer. Enfin, tu vois, ça ne se refuse pas, quoi, un combat à l'UFC Paris. Il arrivera ce qu'il arrivera, mais il faut foncer. Tu vois, tu peux pas. Et donc, on fonce. On accepte et finalement ça se fait pas parce que l'UFC veut pas signer quelqu'un et tout. Mais voilà. Mais tu vois, c'est un peu l'appel à un ami. Ouais, mais c'est bien parce que ça. Et je le fais avec Nassourdine pour le sportif. Je le fais avec d'autres amis pour d'autres aspects de ma vie. Voilà, je le fais sur plein d'aspects. C'est vachement bien parce que ça doit renforcer en plus, je suppose, ce lien coach-athlète. Souvent, c'est plus les athlètes qui vont solliciter le coach pour plein d'aspects, que ce soit l'aspect technico-tactique, mais aussi un peu le mental et ce qu'il traverse. Je pense que le fait que le coach aille solliciter son athlète, c'est très fort aussi, tu vois. Ouais, puis comme tu le dis, Nico, tu le fais aussi dans ta vie privée. C'est vrai que quand on prend des décisions, on a quelques amis référents ou parents. On n'est pas obligé d'écouter ce qu'ils... Enfin, on écoute ce qu'ils disent. On n'est pas obligé d'être d'accord avec eux. Mais au moins, on a besoin de ce truc-là. Et dans le sport, je pense que c'est encore plus décuplé parce que tu as cette relation athlète-entraîneur qui est, comme on l'a déjà dit, c'est pratiquement père et fils. Tu souffres ensemble, enfin, vous souffrez ensemble. Et ouais, c'est hyper important. Mais c'est bien de parler de cet aspect psychologique et mental parce que c'est la base, en fait. C'est la base. C'est la base de tout. Et dans le sport, bien sûr. Et puis maintenant, on en parle un peu plus. Avant, il n'y avait pas de préparateur mentaux. Il y en avait pas. Non. La question de la santé mentale l'entraîneur n'était était pas préparateur. abordée. Oui, c'est ça. Il faisait tout. Il faisait la cuisine, il faisait ceci, il faisait le cutting. Ouais, c'est tout. Et maintenant, c'est vrai que c'est hyper sectorisé, donc c'est vachement bien. Ouais, ça dépend, parce que rappelle-toi, on a quand même eu beaucoup de coachs aussi dans ce canapé qui ont beaucoup de mal à déléguer. Ah oui, à déléguer. Donc, ils sont à la fois autre chose, coachs qui gèrent la prépa physique, qui gèrent la prépa mentale, qui sont managers aussi de leurs combattants. Qui sont un peu tout, quoi. Je sais pas si toi, c'est peut-être aussi une de tes forces, Nico, c'est que tu as compris que pour avoir des combattants performants, il fallait s'entourer des meilleurs et donc que tu ne peux pas tout faire. Tu es obligé de déléguer. Oui, après, c'est une force, mais c'est une chance aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas, au début, en tant que coach, tu es obligé de tout faire. Et puis après, il y a un moment où tu as la chance de pouvoir t'entourer. Et plus tu peux le faire tôt, et mieux c'est. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'éprouve beaucoup de plaisir
à travailler avec des coachs qui sont extrêmement forts, quoi, qui sont les meilleurs du monde dans leur domaine. Et ça, de pouvoir déléguer certaines parties et de pouvoir dire, bah, tu sais quoi, tu vas faire la prépa physique ici, tu vas faire la nutrition ici, tu vas faire la prépa mentale ici, tu vas faire la lutte avec Maxime François, tu vas faire la boxe anglaise avec Luis Mariano. Wow. Et après, toi, tu te poses sur le bord du tatami, et tu travailles, et tu travailles avec, parce que, tu vois, il y a cette collaboration avec le coach. Tu vois, quand Luis Mariano, qui est l'entraîneur mythique français de la boxe anglaise, qui a je ne sais pas combien de champions olympiques, etc., que Tony Yoka, quand il rentre en France, il s'entraîne avec Luis Mariano, Souleymane Sissoko, quand il rentre en France, il s'entraîne avec lui. Et quand lui, en début de séance, il te dit « Qu'est-ce que tu veux qu'on travaille avec Benoît ?» Tu dis, wow, tu dis le très haut niveau, c'est aussi beaucoup d'humilité. Tu vois, beaucoup de partage, beaucoup d'humilité. Et quand je le vois travailler, quand je crée une connexion entre Luis Mariano et Nassourdine, et que je vois Luis qui prend Nassour au pas d'ours, c'est de la magie. Tu vois, moi, je suis posé à côté comme un enfant. Oui, tu regardes, c'est de la magie, quoi. Et tu donnes tes directives ou tu les quand tu dis il y a un peu des deux. Ouais, voilà. Tu vois, il y a des fois, j'ai mes directives, j'ai des axes parce que j'ai vu ça ou ça en sparring ou parce que voilà. Et parfois, je dis, écoute, Louis, qu'est-ce que tu as vu? Il me dit ce qu'il a vu et je le laisse totalement. Ouais, okay. Et comment t'expliques, Nico, alors? Comment t'expliques qu'il y a des coachs qui, eux, n'arrivent pas à déléguer? Est-ce que ça s'explique du fait qu'ils ne sont pas assez bien entourés? Ou alors qu'ils ne veulent pas, j'ai envie de dire, lâcher un peu leur bébé, quoi, leur combattant qu'ils ont depuis toujours? Ouais, je pense qu'il y a tout. Je pense qu'il y en a qui ont du mal à s'entourer. Il y en a qui n'ont pas forcément les moyens aussi de s'entourer parce qu'il faut les moyens logistiques, il faut les moyens relationnels. Coach, ce n'est pas que l'aspect technique, c'est l'aspect tactique, c'est l'aspect psychologique, c'est l'aspect logistique. Comment tu définis des lieux, comment tu définis des gens qui t'accompagnent et tout. Et puis après, il y a aussi ce que tu décris un petit peu là. Il y a aussi cet aspect, parfois, j'ai peur qu'en allant voir ailleurs, il va trouver mieux et donc il va… et la peur de l'abandon, hein, finalement. La peur de l'abandon. Et je pense que finalement, c'est pas comme ça qu'il faut prendre le problème. C'est-à-dire que si tu as peur, bah, il faut que tu deviennes meilleur et comme ça, tu auras moins peur. Et comme ça, l'athlète, il va rester avec toi. Mais sur le long terme, il n'y a pas un athlète que tu vas convaincre de rester avec toi s'il voit, il s'aperçoit qu'il y a mieux ailleurs. C'est logique. Donc c'est juste, sur le long terme, la meilleure démarche, c'est de s'améliorer soi-même. Est-ce que tu penses que le fait que tu n'aies pas formé ni Benoît Saint-Denis, ni Nassourdine Imavov, ça t'aide justement dans cette démarche? C'est plus facile pour toi aussi de déléguer, de leur dire vous pouvez aller voir ailleurs aussi, vous entourer un peu des meilleurs, sans être complètement attaché à eux? Peut-être que ça m'aide. Mais après, je suis assez tourné sur cet esprit. Je suis conscient que je ne peux pas être 24/24 avec tous mes athlètes. Donc en vrai, moi, je prône beaucoup l'autonomie. Je prône les camps à l'étranger en dehors de… Tu vois, Delphine, là, par exemple, Delphine Benouesh, elle va partir une semaine en Espagne, elle va partir 2 semaines en Angleterre parce qu'on est loin du combat. Alexis Barbosa, il me disait tiens, j'aimerais bien repartir aux États-Unis 1 mois, travailler. Quand est-ce que tu penses que c'est le mieux? Le plus loin des échéances, c'est toujours le mieux. Donc tu vois, quand je trouve que partir à l'étranger et laisser libre ses athlètes, quand tu es loin des combats, Eli Makongo, qui combat chez Ares, c'est ce qu'il a fait. Il est parti 1 mois à Killcliff et il est parti cet été loin des combats et c'est super. J'aime bien ça, loin des combats. Et après, quand on se rapproche des combats, par contre, j'aime bien être beaucoup avec eux parce qu'il y a des réglages à faire. Et ces réglages-là, ils sont durs à faire. Et il y a des moments où l'athlète, sur ces 2 séances quotidiennes, quasiment, il est avec moi tout le temps. Et c'est combien de temps à peu près? 1 mois? Moi, je trouve que le spécifique, c'est 6 semaines. Je trouve que 6 semaines, on a un bon délai où on n'est pas pressé et on travaille bien. Sur des athlètes qui sont déjà bien entraînés, qui sont déjà forts. Tu vois, avec Nassourdine, on aime bien faire 6 semaines. On trouve que c'est un bon délai. Et sur les 6 semaines, parfois, on va avoir 2-3 semaines où il va être avec moi et avec d'autres. Et souvent, les 3-4 dernières semaines, il va être principalement avec moi. Il va être beaucoup avec moi. Parce qu'on va faire quasiment que du spécifique sur les 4 dernières semaines. Donc, la vision très spécifique, en général, c'est le coach de MMA qui l'a. Et puis, la vision un peu moins spécifique, c'est d'autres coachs qui l'ont. Ouais, puis les inciter à aller voir ailleurs, je pense que ça te… Enfin, tu veux me le dire, mais ça te fait aussi progresser en tant que coach. J'imagine une Delphine qui part en Espagne, en Angleterre, elle revient, elle te dit, bah, tu sais, Nico, moi j'ai vu ça en Espagne, j'ai vu ça en Angleterre, et ça te permet aussi de puiser des connaissances un peu ailleurs à travers tes athlètes. Mais c'est fabuleux. Et moi, le seul regret que j'ai d'ouvrir une salle, c'est cette faculté de voyager plus pour aller… Tu vois, par exemple, j'aimerais aller aux États-Unis, passer 1 mois.
dans le meilleur club de sol du monde, chez Gordon Ryan, et pendant un mois, m'inspirer de ce qu'ils font. J'aimerais aller passer 3 semaines au Daghestan, regarder comment ils font. Et ça, c'est plus compliqué à faire quand tu as ouvert ton gym. Tu vois, tu es plus dans une démarche où tu invites les gens chez toi plutôt que d'aller ailleurs. Mais bien sûr que quand tu peux faire ça, c'est fabuleux, c'est génial. Ah, c'est d'une richesse, voilà, bien sûr. Une richesse incroyable. Ah oui, il y a à apprendre un peu partout. C'est pas copier, mais c'est s'inspirer. S'inspirer. Et tous les plus grands s'inspirent, de toute façon. Je le dis aux gars, je discutais hier avec Johan Lidon. Et il me dit, donc on parlait de technico, tactique, etc. Et je lui dis, quand tu veux, tu passes sur Paris et tu restes le temps que tu veux. Et moi, j'éponge ton savoir. Tu nous montres et moi, j'enregistre. Bah oui, bien sûr. Oui, totalement. Mais c'est ce qui d'ailleurs fait ta force, parce que on te voit, pendant les combats, tu es très loin du simple discours motivationnel, c'est précis, c'est technique, c'est pertinent, ça respire la sérénité aussi, et ça c'est très très rare. C'est ça, Nico, la patte haute et non pas la patate, la première blague de l'année sur MMA Chill and Fight. Non, la patte haute, c'est ça, c'est ce que tu veux mettre en place en tout cas? Ouais, bah en tout cas, en fait, ce que je me rends compte, c'est que quand tu regardes un combat, tu es devant ta télé. Tu as la solution du combat. Tu sais, le gars, ok, c'est un problème de distance, c'est un problème de hauteur, c'est un problème. Tu connais la solution. Quand tu es dans le combat, tes émotions sont dans le combat, tu es dedans, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, je me dis que pendant le combat, l'idée, c'est de s'éloigner le plus possible, se détacher le plus possible émotionnellement pour trouver la solution. Quand il y a une solution à trouver. Et parfois, la solution, tu ne peux pas la trouver parce qu'en fait, l'erreur, elle a été faite pendant la préparation du combat. C'est des choses qui arrivent. Et dans ce cas-là, c'est ce qui est important. Comme on disait tout à l'heure, c'est toujours de revenir sur le process et puis de voir ce qui a bien fonctionné, ce qui a mal fonctionné. Moi, ça m'arrive après un combat perdu de dire, écoute, non, globalement, on a bien fait le travail, on est tombé sur plus fort que nous. Et inversement, ça m'arrive après un combat gagné d'avoir un débrief à faire qui est comme ça, où je dis, écoute, on a gagné le combat, mais ça, on ne peut plus faire. Parce que si on vise le long terme, et si on vise la performance sur le long terme et gagner sur le long terme, ça, c'est pas possible. Et comment tu gères aussi, Nico, parce que toi, donc, on explique pour nos téléspectateurs, tu es placé en bord de cage quand tu coaches. Tu n'as pas la vision qu'on peut avoir, nous, à la télé, la vision d'ensemble de la cage. Est-ce que ça te perturbe un peu dans ton analyse ou pas? Tu vois les écrans? Ah oui, ok, tu te réfères aux écrans. Ouais, tu as les écrans là-haut, donc tu regardes la cage et parfois tu regardes les écrans, surtout quand ils sont au sol. Parce que quand ils sont au sol, parfois tu vois pas. Et il y a des angles, parfois tu vois pas en fait. Le bras est coincé, tu l'as pas vu. Parce qu'il est de l'autre côté de la cage et la caméra montre pas, etc. Parce que ça arrivait il y a pas longtemps, toi qui es supporter du PSG, Luis Enrique. Normalement, les coachs au foot, ils sont sur les bancs. Lui, il s'est mis dans les tribunes, là, en hauteur, pour avoir une vue d'ensemble et pouvoir il s'aperçoit analyser finalement mieux ce qui s'est passé. C'est mieux. C'est intéressant d'avoir toutes ces... En foot US, ils disent qu'ils ont des assistants coachs dans les tribunes. Et avec le talkie-walkie, le gars, il peut passer les infos. Le rugby, c'est comme ça aussi. Les mecs sont en hauteur pour analyser. Il y a tellement maintenant de différents moyens d'analyser toutes les formes, les placements. Et puis ça va aller de toute façon en s'améliorant encore. C'est clair. Mais c'est vrai que la vision que tu as quand tu es coach, tu étais juste au bord de la cage. Heureusement qu'il y a des écrans, parce que tu as des trucs où tu vois pas. Il y a même un bord de cage qui peut te gêner, tu sais, où il y a les protections. Donc c'est. Mais comment tu fais pour rester détaché? Moi, je me demande, parce que tu nous l'as dit, tu arrives, il y a une ambiance de fou, tu sais que tu es attendu, que tes combattants sont attendus, il y a eu cette rivalité France-Brésil. Comment tu fais pour réussir à être hyper serein tout le temps? Garder ton calme. Alors déjà, je suis pas tout le temps serein. Et il y a des moments où on monte dans les tours. Ouais, mais tu sais, dès que tu t'adresses à ton combattant, ou à ta combattante, même quand c'est Delphine, tu arrives à switcher. En fait, tu sais, on est sur l'autoroute et je dois te guider. Et on va très très vite. Et tu dois recevoir une information importante. Si je suis là en train de crier et de te stresser... Non, mais tu sais très bien que des coachs font ça, Nico. Je sais. On va pas en citer, mais il y en a qui sont vraiment dans le discours motivationnel. Allez, bouge-toi. Et il y a des moments où je pense que c'est important. Il y a des moments où le gars, il faut lui dire bouge-toi, etc. Et puis, il y a des moments où en fait, il y a une information claire à passer. Et cette information, elle peut changer le cours du combat. Et donc, toi, ton rôle, c'est d'être détaché. Et si tu n'as pas cette gestion de stress... moi, je m'en rends beaucoup compte quand je coach avec d'autres personnes ou quand je suis accompagné. Et parfois, tu as le gars qui t'accompagne et il est là, il veut te donner trop d'infos. Et il est là, et donc à la 3e minute, si tu tombes au sol et que la personne elle est en dessous, il faudrait que tu mettes. Calme-toi. Voilà. Viens, on se concentre sur le début du combat. Si c'est bien lancé le début du combat,
la personne, ça va bien se passer, tu vois. Tu peux pas lui donner toutes les informations de tout le combat, tu vois. Sinon, le gars, il s'arrête plus, tu vois. Et en fait, il est juste en train d'évacuer son propre stress, tu vois. Et tu as l'athlète qui essaye de se mettre dans sa bulle et l'autre qui le coach. Donc non, c'est pas notre but. Même parfois, tu vas être étonné si tu es avec moi dans un vestiaire, c'est qu'il y a plein de moments où je parle pas. On est dans le vestiaire, ça y est, je t'ai échauffé, on attend le combat. Je vais pas te parler en continu. Te rentrer dans le crâne, te parler de 1000 trucs, ça y est, on est en train d'attendre le combat, on est cool. Pourquoi? Parce que quand on est à l'entraînement et qu'on fait un test match, je ne te parle pas 20 minutes avant que tu rentres dans le test match. Mais nous, on fait des tests match. C'est-à-dire que le mardi, tu sais que tu viens, tu t'échauffes, il est 10h30, c'est à toi de passer. Tu t'es chauffé en autonome, je ne t'ai même pas échauffé. C'est-à-dire que tu es habitué à t'échauffer de manière autonome. 10h30, je t'appelle, tu rentres dans la cage, tu combats. À la fin du combat, petit débrief, fin, on passe au suivant. Donc, ça veut dire que je t'habitue à ça aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une routine qui est connue de l'athlète et tout, donc il sait… Le maximum, je t'habitue aux conditions du combat. Et si je peux, j'essaie même que pendant les tests match, si on est plusieurs coachs, j'essaie que les autres coachs soient là pour qu'eux aussi s'habituent à ça. Et tu es déjà tombé sur un mec… donc tu es dans la cage, tu lui donnes des infos, mais tu sais qu'il ne comprend pas. Tu es en train de tu lui parles, il a du mal avec, tu sais, sujet, verbe, complément, il ne comprend pas. Forcément. Mais ça t'arrive. Il y a deux cas. Il y a le cas où c'est un mec que tu entraînes depuis pas longtemps. Ouais. Il comprend pas ce qu'il lui, c'est pas il comprend pas, il n'est pas réceptif au coaching. Il veut pas t'écouter. Tu dis pas de jambes, le gars il balance un droit et il s'en fout. Donc ça c'est compliqué. Souvent c'est ceux qui débutent. Bon, c'est compliqué. Il faut passer du temps. Parfois ça s'améliore, parfois ça s'améliore jamais. Tu peux rien faire. Et après il y a le cas du mec que tu coaches mais que tu n'as pas entraîné. Ça arrive, ça nous est tous arrivé. Ouais. Parce que tu remplaces un mec en dernière minute, parce que je sais parfois pour une émission, pour machin, tu coaches un mec que tu n'as pas entraîné. C'est méga frustrant. Parce que tu es là et en fait, parfois le niveau technique, tu n'as pas travaillé les trucs. Donc les solutions que toi tu vois, il les a même pas. Tu sais qu'il n'est même pas capable de les faire. Et en fait, à un moment, tu es impuissant. En fait, tu es là dans le coin, tu sers à rien. Tu donnes des infos, le gars, il ne veut pas les écouter. Tu te barres, tu prends des solutions. Il ne les connaît même pas, il ne les comprend pas, il ne peut pas les faire. Tu dis recompose, il ne sait pas recomposer. Tu vois. À un moment, tu lui dis démarre-toi. Et à un moment, tu te poses, tu es là et tu regardes le combat. Parce que tu ne peux rien faire. Tu vois. Mais je vois, ça arrive fréquemment. C'est sur un gars-là où tu as un coach qui est là, il n'est pas de la team, il remplace, qu'il y en a qui n'a pas pu venir, il donne les consignes et tu vois dans les yeux du combattant il ne comprend pas. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Non, mais ça aussi, c'est souvent dû… C'est horrible. C'est un niveau de frustration. Mais et surtout, en plus, quand tu es habitué au haut niveau et tu es habitué aux gens qui comprennent. Parce que nous, on a des thèmes, on fait tout le temps les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on varie très peu ce qu'on fait. C'est-à-dire que chez moi, l'utilisation du jab, elle est super importante. On travaille tout le temps le jab. La position quadrupédique au sol, on la travaille tout le temps. Le changement… Enfin, tu vois, on a vraiment des thèmes qu'on travaille tout le temps. Donc, quand je travaille avec quelqu'un d'autre, parfois, il ne comprend pas. Wow. Et tu n'as pas de remarque d'un mec qui pourrait, tu sais, tu remplaces un gars dans un coin, tu ne l'as pas échauffé, tu ne l'as pas entraîné, tu sais pas. Et il y a une défaite. Et ça t'est arrivé que le mec, après, il dit, j'avais Nicolas dans mon coin, il m'a donné des trucs, j'ai pas compris, il n'est pas si bon que ça. Ça m'est arrivé au championnat du monde à l'époque. Moi, j'étais coach de l'équipe de France. Et il y a quelqu'un on me dit, ça manque de coach, machin. Donc la nana, je la prends, je l'échauffe, je lui dis c'est quoi tes points forts, c'est quoi machin, bidule, je fais un game plan et tout. Et puis ça se passe très mal. Et quand elle sort du combat, elle me dit j'aurais dû faire ça, j'aurais pas dû t'écouter, etc. Ah ouais. Je dis je pense pas. Après, on peut ne pas être d'accord, mais, je pense que la solution, elle était sur ce truc-là, mais je pense que tu as stressé pendant le combat et du coup, tu as eu du mal. La gestion du stress… Sur les premiers combats, elle est vitale. Et c'est le facteur qui te pose le plus de problèmes. Parce que ce que les gens oublient, c'est quand ils voient un Assourdine qui se fait super bien coacher, quand ils voient un Benoît qui se fait super bien coacher, ils oublient qu'avant d'arriver au très très haut niveau comme ça, tu as des milliers de pratiquants qui ne pourront jamais se faire coacher. Parce qu'ils sont dans la situation la plus stressante de leur vie. Tu perds dans une cage devant des milliers de personnes et ils ne peuvent pas écouter là-dedans. Mais moi-même, j'étais comme ça. C'est-à-dire que quand je combats au championnat du monde amateur, et premier combat, on regarde le gars en face, c'est un grappleur. Il a, 8 victoires par soumission au premier round, il amène les gars au sol, il les soumet direct, tu vois. Lopez, il m'envoie un game plan, il me dit,
Surtout, Fernand Lopez, il m'envoie un game plan, il dit surtout pas de kick. Tu vois? Et moi, je faisais du taekwondo quand j'étais jeune. J'ai fait pas mal de taekwondo, pas mal de compètes et tout. J'arrive dans le combat, low kick, middle kick, middle kick, middle kick. Et je pouvais pas me contrôler, j'avais trop de stress. J'avais un stress, tu as deux types de stress. Tu as le stress qui te rend léthargique. C'est un stress où le gars, il fait rien. Ça arrive, le gars, il est dans la cage, il bouge pas, il produit pas d'énergie. Et moi, j'avais un stress agressif. C'est-à-dire que je rentre, comme je sais que tu veux ma peau, je veux encore plus ta peau que toi, tu veux ma peau. Et donc, je t'attaque. Et donc, je l'attaque avec des gros middle. Je gagne le combat parce que finalement, il n'arrive pas à saisir les middle. Je lui mets des genoux et tout. Et tu te fais défoncer. Mais en termes de game plan, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure, la victoire, elle est là. En termes de game plan, il y a de quoi te faire tirer les oreilles après en te disant le game plan, il faut qu'on revoie ça. Si tu n'écoutes pas, sur le long terme, ça ne va pas. Oui, ça voilà. Là, c'est passé une fois, mais exactement. Ça peut passer une fois, ça peut passer deux fois. Sur le haut niveau, ça ne va pas passer. Et moi, ce que je dis aux gars, ce que je dis beaucoup à mes gars en ce moment, c'est, tu sais, on a des thèmes à la salle. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est libre, puis il y a des moments, les gars, on peut faire que boxe et lutte. Et ce que je veux, c'est qu'on ait un minimum de 3 actions de lutte sur les 3 minutes. Une action de lutte par minute. Je dis, les gars, si quand on est à la salle, avec vos partenaires d'entraînement, il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'enjeu, si vous n'êtes pas capable de respecter les consignes, tu sais, tu as toujours un thème. C'est boxe-lutte. Et le gars, il met un kick parce que boxe-lutte, ça passe pas. Ou alors, il ne va pas lutter parce que si dans ces thèmes-là, vous ne forcez pas, vous n'êtes pas capable d'écouter, de respecter une consigne, ne pensez pas que vous allez être coachable en combat. Ce n'est pas possible. Si dans ces thèmes-là, vous n'essayez pas de vous forcer, vous n'y arriverez pas en combat. C'est ici que ça commence l'exécution des thèmes. Parce que le niveau de stress, il augmente. Plus la situation elle est incontrôlable et plus le niveau de stress augmente. Bon, tu le sais, Nico, on est entre nous ici, donc on se dit les choses. William Gomis, Nassourdine Imavov, Benoît Saint-Denis, c'est des mecs, c'est un bonheur à coacher ou parfois ça peut être compliqué sur certains points C'est un bonheur parce que. Ils sont très réceptifs et. En fait, il y a un moment où on a ce qu'on appelle le déclic. Et dans un camp d'entraînement, tu veux avoir le déclic. Donc Nassourdine, 10 jours avant le combat, on fait un entraînement avec Jorik Montagnac et on a le déclic. C'est-à-dire, je dis, là, on a vraiment trouvé. Parce que tu sais, les gars, ils pensent que quand tu fais un game plan, tu es tout seul dans une pièce, tu es dans le noir, tu as un grand tableau blanc, tu es en train de faire des grands schémas, et ensuite tu envoies le schéma à ton combattant et lui, il doit l'exécuter. En réalité, effectivement, tu étudies ton combattant, tu étudies l'adversaire, tu proposes des solutions et ensuite tu les testes avec des sparring partners qui ressemblent. Et au fur et à mesure, tu affines ce que tu fais. Et à un moment, tu as le déclic. Le déclic, c'est quand tu as trouvé les solutions. Tu as trouvé le game plan qui fait que l'autre en face, il n'arrive pas à s'imposer. 10 jours avant le combat, on a le déclic avec Nas contre Jorik. Je dis là, on est parfait, il faut qu'on reste là-dessus. Donc c'était quoi le déclic? Tu peux nous l'expliquer là exactement ce que c'était? En fait, il y avait un cadrage qui était très très fort, une activité de la jambe avant et une sorte de léger, très léger in and out qui permettait d'empêcher la lutte. Et si tu regardes le combat, Caio, il n'arrive pas du tout à lutter. Et en fait, mais carrément, j'étais surpris parce que dans le combat, Nas, il met en place un pressing, un cadrage qui est tellement important que la première minute du combat, Caio, il est cadré, il ne peut rien faire. Je pensais que ça allait prendre du temps. Je pensais que ça allait prendre 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Peut-être même qu'au deuxième round seulement, on allait cadrer comme ça. Ah oui, à partir de dépasser tes espérances, quoi. À partir de 1 minute de combat, je capte que la différence de niveau entre les deux, elle est super importante. Et Nas, il est dans la gestion de l'effort. Mais sinon, la différence de niveau, elle est énorme. C'est-à-dire que si on est à l'entraînement et qu'il n'y a pas de gestion de l'effort, je pense que Nas, il l'éteint dans le round 2 ou dans le round 3. Mais on est un combat, c'est 5 rounds. Il y a une gestion de l'effort. Tu ne peux pas tout donner dans le deuxième round. Oui, mais là, Nico, je te coupe juste parce que, et on fait un peu les trucs dans le désordre, mais c'est pas grave. Tu dis justement que Nassour, si tu es à l'entraînement, il l'éteint dans le deuxième. Tu sais, même plus que moi, qu'à l'UFC, c'est aussi ce qu'on attend. Donc là, le combat est maîtrisé de A à Z, c'est clair, mais il ne le finit pas. Est-ce que tu penses que ça peut avoir une incidence pour la suite, pour Nassourdine Imavov? Je pense que ça n'aura pas d'incidence parce que c'est une masterclass. C'est 50-45 ou 49-46, c'est abusé, quoi. Bien sûr. Sur un mec qui avait 17, qui était sur 10 ans d'invincibilité, 17 victoires. La masterclass, elle est trop forte. Mais tu connais l'UFC aussi, sur les KO, sur les finishes. On a eu des combattants sans comparer, mais un Taylor Lapillus qui parfois pouvait faire des combats vraiment masterclass, gérés de A à Z, mais qui finissaient pas ses combats. En fait, ce qu'on a vu, c'est que, et moi je le disais même avant le combat, je disais attention, méfiez-vous, Caio, il est plus fort que ce que les gens pensent. Il encaissait bien. Et je disais attention,
T'as vu ce qu'il a encaissé, Caio. Et je disais inversement, je disais attention, Ruffy pour moi il est surestimé. C'est-à-dire que les gens pensaient que Ruffy c'était un extraterrestre et qu'il allait tuer Benoît. Merci. Et je me suis fait allumer quand j'ai dit ça. Je disais Ruffy il est fort, il est très fort. Oui, c'est un très bon de Benoît Saint-Denis, Mauricio Ruffy. Mais il y a des zones du combat dans lesquelles Benoît il va archi le dominer. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. Et donc Caio, attention, tu verras. C'est mon opinion. Caio, il va aller très loin dans la catégorie. Je pense que Caio, le menton qu'il a, l'intelligence de combat qu'il a, sa capacité à boxer, sa capacité à lutter, je pense qu'il y a très peu de mecs qui ne vont pas battre dans la catégorie Caio. Donc je pense que c'est un mec qui va arriver au sommet de la caté. Et bon, je le disais moi dans les coulisses tout à l'heure, on en discutait. Les gens essayent de prédire le combat, le prochain combat de Nassourdine. Est-ce que c'est pour le titre? Est-ce que c'est pas pour le titre? Comment? Quoi? Comment? Moi, je pense que l'UFC sont simplement en train d'attendre. Il y a Ankalaev contre Pereira. Il y a la possibilité que si Pereira gagne, qu'on fasse un Ramzat contre Pereira. Il y a De Ridder contre Brendan Allen. C'est la possibilité qu'on ait un champion, enfin qu'on ait un contender américain. Si c'est De Ridder, c'est pas américain, mais c'est un peu plus américain que Nassourdine. Et si le match se faisait aux États-Unis, peut-être que De Ridder, s'il gagne par KO, etc., peut-être que ça peut jouer. J'ai des doutes quand même. Je ne le vois pas vraiment avancer là-dessus. Et puis après, on a une grosse possibilité, c'est Ankalaev qui gagne son combat, De Ridder qui gagne ou qui ne gagne pas. Mais bon, bref, on écarte un peu cette solution. Et on se dit, peut-être on va voir un petit peu plus loin. Et on se dit, février, il y a les cartes du côté de l'Arabie Saoudite. On a 2 Caucasiens. C'est les cartes saoudiennes qu'ils aiment bien. Là, on a une carte possible, début 2026, Arabie Saoudite. C'est quelque chose qui est possible et qui est envisageable. Bon, après, tu vois, nous... C'est pas des infos, hein. C'est la pure pensée, c'est des stratégies. C'est la pure vision. Bien sûr. C'est là aussi où on voit que tu bosses bien le dossier. Nassourdine Imavov, nous, on l'adore, évidemment, c'est un super mec. Mais on peut pas nier qu'il y a un manque de hype à l'international. Je sais pas si lui en a conscience ou si, je sais pas, toi aussi. Mais tu vois, tu le vois, il manque un truc pour vraiment que le public mondial du MMA l'adopte. Est-ce que toi, tu le ressens ou est-ce que tu en parles avec lui? Je suis pas sûr de ça. Tu vois, c'est marrant. En fait, quand on parlait, je parlais avec Younes, son manager, des stats. Oui, bien sûr. Et il me disait, c'est marrant, tu vois, sur le plan français, Benoît, il outperforme Nas. C'est-à-dire que systématiquement, il est un petit peu plus, en termes de vues, etc. Sur popularité, il est un petit peu plus vu, un petit peu plus populaire. Il me disait, à l'international, par contre, ça va vraiment dans l'autre sens. D'accord. Et donc, non, je pense que aujourd'hui, peut-être, tu me dis ça il y a 1 an, c'est peut-être le cas. Parce que maintenant, là, avec on attend des confirmations. Qu'il a tapé. C'est-à-dire que quand il prend Dolidze, on ne sait pas. Quand il prend Cannonier, on commence à se dire, ouh, il se passe quelque chose. Quand il prend Allen, on se dit, ouh, ça confirme. Quand il met KO à Adesanya, là, on se dit, ok, fabuleux. Et là, quand il bat Caio, on se dit, en fait, là, on est au stade, on se dit, il lui faut quoi de plus, quoi. Là, ça y est, il a éteint. C'est-à-dire que De Ridder, il a battu un mec dans le top 10. Nas, il a battu 5 mecs dans le top 10. Ouais, mais il y a toujours, je pense, c'est vrai que ce truc de hype qui fonctionne énormément aux États-Unis parce qu'il faut être looké, parce qu'il faut. En fait, c'est ça. Moi, je parlais pas vraiment dans la cage. Show-off. Oui. C'est là où les dernières vidéos de Nassour, elles ont énormément buzzé. Tu sais, les dernières vidéos, la vidéo qu'il fait sur Caio, toute la dernière campagne marketing qui a été faite autour de Nas, où on voit le truc au Brésil, où ça a été repris par Ariel Helwani. Je pense qu'il y a eu vraiment un buzz autour de ces vidéos. Et je pense que ce buzz-là, il a attiré l'attention sur le combat de Caio. Et tu le vois sur la presse internationale, on en parlait beaucoup. Moi, je regarde ce qui se fait à l'international, on en parlait beaucoup de ce combat. Donc non, je pense pas. Si on parle de toute façon de la concurrence, Brendan Allen, il n'y a pas de hype, il y a 0 hype. Et on parle de De Ridder. Il ne faut pas me faire croire que De Ridder a une hype de malade. J'y crois pas. Donc, je pense que l'UFC, il se réserve le droit d'eux. Mais je pense qu'à 90% de chance, c'est Nas qui va arriver. Et en plus, on sait que ce match-là, le meilleur lutteur de l'UFC contre le meilleur striker de l'UFC, ça va faire un choc tu vois, incroyable. C'est un match qu'on veut voir. L'opposition de style. La réalité, c'est que c'est une opposition de style qu'on veut voir. On se pose la question de ça, tu vois. Et non, je pense vraiment qu'on va se tourner vers ça. Il y a un grand respect quand même entre les deux aussi, entre Nassourdine Imavov et à la fois beaucoup de respect, et à la fois on sait que dans la cage, ça va s'envoyer. Bien sûr, évidemment. Non mais ça va être, ça serait énorme. Ça serait énorme. Et tout le monde l'attend. Regarde la belle photo entre deux, tiens, magnifique. Ouais, tout le monde attend ce combat. On en rêve, effectivement. Quand tu as deux combattants comme ça, de ce calibre, avec ces styles bien différenciés, c'est un choc sportif qu'on attend tous, effectivement.
Effectivement, et l'UFC a tout intérêt à le faire. Et comme tu dis, en Arabie Saoudite, c'est l'endroit idéal. Je pense que c'est l'endroit idéal. On verra ce que préconise l'UFC, mais voilà, je ne serais pas choqué que ça arrive en Arabie Saoudite. Ouais. Et ce serait quoi les clés, Nico? On se projette un peu contre Khamzat Chimaev, les clés pour Nassourdine Imavov. Non, bah après, je pense que, je ne vais pas dire les clés pour Nassourdine Imavov, mais je pense que quand on regarde l'ensemble des fights qu'a fait Khamzat Chimaev, on a des points forts qui sont clairement identifiés. Que ce soit sa domination. 15 secondes, il emmène tout le monde au sol. Voilà, sa domination en lutte, sa domination en quadrupédie, sa domination là sur la croix, c'est des choses qu'on n'avait pas. On ne savait pas qu'il était aussi fort en side control, en croix, sa capacité de prendre le crucifix, etc. Mais on voit aussi des choses qui lui ont donné du fil à retordre, que ce soit dans le combat contre DDP, que ce soit dans le combat contre Gilbert Burns, contre Kamaru Usman, etc. Donc je pense qu'il y a des choses à regarder, à exploiter, et que si on exploite bien ces choses, bah, on peut faire la différence comme on l'a fait jusqu'à présent. Ah, mais de toute façon, oui. Et puis, ça sera énorme. Personne n'est invincible. Et, non, bien sûr. Et puis voilà, après, puis on est chauvin. Attends, bien sûr qu'il va l'avoir. Je voudrais te poser une dernière question sur Nassourdine, parce que ça m'intéresse un peu, tu vois, ce truc de... Évidemment, dans la cage, il est ultra dominant et taper des top 10 comme il le fait, c'est incroyable. En dehors de la cage, je sais qu'il y a eu un petit débat aussi, pas mal de personnes en ont parlé, sur l'arrivée des combattants. Tu sais, tu avais par exemple un Caio Borralho qui était sapé, genre hyper stylé et tout. Un Nassourdine, non mais c'est peut-être un autre débat, tu vois. Mais un Nassourdine qui était un peu en mode un peu prof de PS, un peu sapé comme toi, quoi, en mode jogging, petite veste. Est-ce que ça, tu penses que dans l'univers... Non mais tu vois, c'est un peu de la connerie. En plus, attends, il a envoyé 2 rafales. J'ai dit comme il a dit prof de PS, il a dit comme toi, c'est comme moi quand. Et là, en fait, et moi, machin, j'ai regardé, mais il est origine là pourtant, Nico. J'ai énormément de respect pour les profs de PS et pour Alors Nicolas. déjà, j'ai jamais ressemblé à un prof de PS. Mais non, mais tu vois, je suis sûr que tu vois ce que je veux dire. Non, tu l'as dû le voir il sur est les arrivé réseaux. en jogging UFC. Il n'a pas aimé ce que tu lui as dit. Non, mais et Benoît Saint-Denis aussi. Ils sont arrivés en jogging UFC. Oui. Je pense que... Est-ce que tu penses que ça, c'est un problème et que ça peut les empêcher peut-être d'avoir une hype autour avec lui? Le coup du les prof gars, de j'ai pas réussi à... Incroyable. Non, parce que j'ai vu la tête de Nico. J'allais me venger, il m'a dit que j'avais un style négligé. Attends, est-ce qu'on en parle de ça Non, écoute. T'en penses quoi de tout ça? Je pense que faut voir que c'est des gars qui combattent souvent sur les cartes américaines. Ouais. Et d'habitude, il n'y a jamais eu cette discussion-là, tu vois, Bien sûr. sur les cartes américaines. Ouais. Et donc, ils sont venus en tenue Venom. En fait, il faut comprendre quand tu es à l'UFC, il y a des moments où tu dois porter. En fait, on te donne un sac. Quand tu arrives à l'UFC, sur la Fight Week, on te donne un sac Venom avec des fringues que tu dois porter à certains moments. Et je t'avoue que malgré le nombre de Fight Week que j'ai fait, tu n'es jamais sûr et certain du bon moment. À quel moment tu es obligé de porter le truc et à quel moment tu n'es pas obligé. Et nous, en tant que Français qui combattons souvent à l'étranger, sur lesquels il n'y a jamais vraiment cette problématique, bah en fait, souvent, quand tu vas sur le truc du combat, tu mets le jogging de l'UFC qui te donne parce que tu te dis, bah, c'est le moment où je dois le mettre. Et je me rappelle qu'à l'époque, donc je parle de 2016, Taylor Lapillus, il est sur la carte de l'UFC en Allemagne, et on a Francis Ngannou qui est dans le coin de Taylor Lapillus. Et quand on va pour se rendre au truc de l'UFC, Francis, il a son ensemble, et il dit, genre, je vais garder mon ensemble. Et Fernand, il lui dit, non, il faut que tu mettes ton ensemble UFC, parce que sinon, ils ne vont pas te laisser y aller. L'ensemble des fringues qu'ils t'ont donné cette semaine. À l'époque, le sponsor était Reebok. Okay. Et Francis est un peu têtu. Et quand on arrive au bus, le gars devant le bus lui dit « Tac, 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 il faut que tu ailles te changer ». Et donc, il l'envoie se changer, etc. Et comme aucun d'entre nous n'a envie d'arriver à un bus, se faire recaler, retourner dans la chambre pour se faire changer, on a pris cette habitude. Maintenant, en réalité, si on est au courant et qu'on veut flamber un peu, on peut nous aussi flamber, s'habiller comme ça et faire ce truc-là. C'est un réflexe qu'on n'a pas forcément et qu'on n'a pas pris. Et là où, par contre, tu as raison, c'est que les fighting nerds, ils ont une attitude marketing qui est très fort. Le nom, la salle, la vision, le fait de se déplacer en équipe, les lunettes, etc. Ils sont très, très forts sur le marketing. Donc, effectivement, sur ça, ils sont forts. On le sait, on le voit, des Saladin Parnasse au KSW, ils arrivent toujours super bien sapés et tout. Je pense qu'ils n'ont pas cette problématique parce qu'au KS, tu sais qu'il n'y a pas cette problématique. L'UFC, je te dis, c'est particulier parce qu'il y a des moments où tu dois... Nous, sur la pesée, par exemple, de l'UFC, sur le face-off, bah là, tu dois mettre les fringues UFC. Envoyez pas la virgule, hein, c'est pas maintenant. Voilà. Donc, non, je pense que c'est plus une confusion et pas les réflexes marketing plutôt que... Après, moi, je te dis ça, qu'on pas
Oui, c'est pas dans leur envie de nature. se fringuer. C'est parce que c'est vrai que c'est très. Puis les ricains, quand tu vois les stars de la NBA qui arrivent, les mecs sont lookés, c'est incroyable. Ça fait partie, ça fait les partie mecs de l'équipe de France de foot, quand pareil, ils arrivent à Clairefontaine. C'est un défilé de mode. Après, moi, je vais te dire, et je pense que Seb, tu partages mon avis. Enfin, on s'en fout nous de ça. Nous, ce qui nous importe, c'est ce qui se passe dans la cage. Mais on sait très bien que le grand public, et encore plus l'UFC, les ricains, c'est hyper important pour eux. Et parfois, ça peut aussi jouer dans les décisions de faire monter plus vite un combattant. Ah, mais c'est clair. C'est du marketing. Ça t'apporte peut-être des sponsors qui vont dire, ah, lui, il est looké. Tiens, et si on lui donnait un peu de dotation, si on le payait. Enfin, bien sûr, c'est dans la culture maintenant sportive. C'est qu'il faut se démarquer au-delà de ton côté sport. Il faut que tu te démarques aussi un peu à l'extérieur avec des fringues ou du trash talking ou je ne sais rien, un engagement sur des associations, je ne sais pas. Mais c'est devenu maintenant un sportif, il gère sa petite entreprise. Il faut qu'il arrive à... Parce que le modèle économique a changé. Mais c'est ça qui est fort aussi, c'est ce que Nassourdine a voulu faire depuis le début. C'est-à-dire qu'il a voulu dire, moi, je vais me démarquer par mes résultats dans la cage. Et je vais avoir une communication finalement où je trash talk pas, je respecte, je peux m'amuser, mais finalement, je vais très peu rentrer dans ce phénomène-là. Et pour autant, je vais gagner, je vais monter les échelons et je vais monter. Et on parle de Nassourdine, c'est son cas. On peut parler de Benoît Saint-Denis, sur lequel il n'y a pas de trash talking non plus. Une communication qui est très alignée avec lui-même. C'est-à-dire que autour de sa famille, autour de sa pratique de la religion, autour de ses valeurs, de son entraînement. Et puis on a William Gomis, moi je parle des combattants que j'encadre, William qui est là-dessus aussi. Et William, attention, William, il est fort, tout le monde le sait. Là, l'UFC a vraiment apprécié sa performance. Alors qu'il était dans des conditions, il était blessé, non? C'est ça. C'était très très compliqué. On a failli annuler à une semaine de l'événement, très compliqué. Il a combattu, il a été très offensif sur son combat. L'UFC a apprécié, ils lui ont dit après le combat, ils lui ont dit on a vraiment apprécié ta performance. Et William, quand tous les rouages vont se mettre ensemble, vous allez voir, William, il va mettre des KO qui vont être dévastateurs. Il va être très impressionnant, il est très fort, William. Tu sais, tu parlais tout à l'heure des combattants qui peuvent avoir la pression sur leur premier combat. Bon, William, il a de l'expérience, mais moi, ce qui me fascine avec lui, c'est que j'ai l'impression que il a pas du tout de pression, ce mec. Il n'y a aucun stress chez lui, c'est délirant. Je sais pas si tu l'as récupéré déjà comme ça ou si tu as fait ça avec lui. Non, j'ai pas du tout fait ça avec lui. Il est incroyable. Il a zéro stress, mais il a même un zéro stress qui est limite inquiétant. Oui, voilà. Tellement il ne stresse pas, tu vois. Il est là, le poids descend pas, ça va aller. C'est bon. Tu vois, c'est tout. Je pense qu'il se connaît. Ou alors il a une forme de stress, mais qu'il est capable de canaliser lui-même. Il y en a qui sont capables de faire ça. Et en fait, il dégage rien. Tu as l'impression que c'est toujours cool, mais c'est un grand professionnel. Je pense que lui, professionnel. Oui, quand lui aussi. Quand le poids descend pas, il est entouré de Nico. Quoi. On sait que parfois il a pu être entouré d'autres personnes où il y avait ça a été plus compliqué, un peu plus flippé, quoi. Voilà, moi je dis ça comme ça. Hein. Mais c'est vrai que il dégage ce truc. Mais même quand il était tout jeune, moi quand je l'expliquais au tout début chez Hatch, t'as l'impression qu'il venait, c'était en vacances, quoi. Je pense que c'est vraiment, il a cette faculté. Voilà, j'ai vu de la lumière, je vais mettre des gants, et c'est vrai que c'est bien, c'est un personnage attachant en plus, moi je trouve. Très attachant. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est un mec qui a l'air très attachant. Tu l'envoies quand ici, là? Quand vous voulez. Ce sera un plaisir d'avoir carrément. Alors on parle de William Gomis qui n'a pas de pression. Il y en a un qui avait beaucoup de pression, par contre, c'est Benoît Saint-Denis. Parce qu'il y a un an, il avait perdu contre Moïcano, il devait un peu se racheter. Tu l'as senti, toi? Ça, chez lui, vraiment, qu'il y avait un paquet de stress? Écoute, le combat contre Prépolek lui a fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que je le sens, le moment où je l'ai eu le plus stressé, Benoît, c'est vraiment quand je l'ai repris. Toi, tu l'as pris juste avant Prépolek, justement. En fait, on a commencé à travailler en décembre ensemble, légèrement, en janvier un petit peu plus, puis ça s'est accéléré autour de février-mars. Mais c'est le moment où c'était pour moi vraiment le plus dur pour lui. Ça se manifestait comment, Nico, sans vraiment un visage fermé, beaucoup de fatigue. Après, tout était nouveau pour lui. Nouveau coach, nouvelle méthode, nouvelle façon, nouveau sparring partner. Je te demande de te déplacer, de venir de Bayonne à Paris. À Paris, je te mets avec des gars qui sont tous super forts. Je suis très exigeant avec toi. Je te mets un gros volume d'entraînement. Et en plus, tu prépares un mec qui était super fort, Joël Alvarez. Et je chantais vraiment beaucoup de pression. C'était compliqué. Et en fait, Prépolek, ça s'est bien passé. Et c'est comme s'il y a eu tout un relâchement après. C'est-à-dire qu'après, je l'ai senti transformé. Vraiment, ça allait mieux. L'humeur, la fatigue, l'écoute, tout allait beaucoup mieux. Tu as des doutes des fois
Quand tu récupères quelqu'un, où tu dis finalement, ça va pas le faire, tu sais pas la peine. Tu sais pas. Et puis même, tu ne sais pas sur le... Tu sais, c'est le plus dur, c'est l'humain. Ouais, bien sûr. Ouais. Et tu sais pas sur le plan humain comment ça va fonctionner, tu vois. Et quand tu as des bonnes surprises, et moi je dois avouer que j'ai la chance d'avoir beaucoup de bonnes surprises, tu vois, c'est kiffant. Quand tu tombes sur un mec et tu te dis putain, le mec c'est vraiment un bon gars, il a bon cœur et il est gentil et c'est quelqu'un de bien, tu vois. Ouais. Mais c'est marrant parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui ont été alors soulagés, c'est peut-être pas le terme, c'est pas approprié, mais soulagés de la victoire de Benoît. On avait tellement tous envie de dire mais ce mec-là, c'est pareil. Quand je dis que Gomis a l'air d'être quelqu'un d'attachant, Benoît, je le connais un tout petit peu, tu vois. Mais c'est un mec, t'as envie qu'il réussisse, quoi. T'as pas envie qu'il y ait toute cette pression qu'il ait eue sous prétexte qu'il a perdu un combat, parce qu'il s'est fait critiquer. Il s'est pris plein à la gueule. On a des mecs qui rentrent dans une cage, qui défendent nos couleurs, putain, mais au lieu de les enterrer, et moi, ça m'a fait tellement plaisir pour lui, mais un truc de malade. C'était dur. C'est un mec, tu sais, qui critique jamais. Ouais. Il est là, il critique jamais personne, il a jamais de mauvais mots, il a jamais de mauvaises intentions. Et de voir un peu tout cet acharnement qu'il y avait contre lui, cette méchanceté, tu vois, il y a des gens qui étaient réellement méchants. Puis injustifiés. Et je me disais, mais putain, les gens sont durs avec lui, quoi. Et c'est marrant parce que Benoît, ce qu'il provoque, tu vois, il est arrivé dans tout un groupe qu'il ne connaissait pas. Et tu vois, tous les gens de ce groupe, ce qu'ils disent, c'est « Ah non, il est mortel, ce mec ». Tu vois, mais quand ils apprennent à le connaître, ils disent « Putain, il est mortel ». Et c'est kiffant de réunir ces mecs qui sont mortels, quoi. C'est génial. T'imagines travailler avec des gens comme ça. C'est une belle armada, hein, franchement, c'est clair. Et Delphine, là, elle a une prochaine échéance, là. C'est quand, Delphine? Delphine, on attend. Ouais. Ça a été dur un peu pour Delphine aussi, là, de perdre ce combat. C'était très dur. Ouais, en plus, c'était un peu bon. C'est un combat qui était extrêmement disputé. On est beaucoup à avoir vu une victoire de Delphine. En même temps, en tant qu'entraîneur, en tant que combattant, tu es obligé de dire, s'il y a eu un doute, on ne peut pas laisser, nous, de notre côté, le doute. Tu vois, c'est-à-dire qu'il faut travailler pour qu'il n'y ait plus de doute. Et donc, non, c'est très dur moralement. Et puis après, il faut tout remettre en place, voir quand est-ce que sera la prochaine échéance. Et puis travailler en fonction, quoi. Donc... Comment tu fais pour trouver un équilibre, Nico? Je me dis, parce que là, on a beaucoup parlé de tes top combattants, William Gomis, Nassourdine Imavov et Benoît Saint-Denis, mais tu en as aussi plein d'autres, notamment Delphine. Ouais. Comment tu fais pour en même temps donner beaucoup de place à tes top combattants sans délaisser les autres? Il faut, je pense que c'est ce que je dis à mes combattants, il faut comprendre l'avantage du groupe. Ouais. C'est-à-dire que tu es dans un club qui propose des cours qui sont qualitatifs. Tu es avec un groupe sur lesquels les combattants sont très forts, ce qui te permet de bien progresser. Maintenant, quand tu es dans un groupe comme ça, tu as aussi un peu moins d'attention du coach, surtout dans les périodes qui ne sont pas tes périodes de combat. Tu as beaucoup d'attention du coach lorsque tu es en train de préparer un combat, mais lorsque tu es plus loin de ton combat, tu as moins d'attention du coach. D'où l'importance de l'autonomie aussi. D'où l'importance de l'autonomie, d'où l'importance de l'auto-feedback. C'est-à-dire que toi-même, tu dois être capable de te faire des feedbacks. Tu dois aussi comprendre que il y a des moments où toi, tu donnes des rounds aux autres, c'est-à-dire tu fais des rounds pour que les autres progressent, et il y a des moments où les autres font des rounds pour que tu progresses. Ouais. Il faut comprendre que l'ascenseur, il doit aller dans les deux sens. C'est-à-dire que parfois, c'est toi qui donnes, mais du coup, quand tu auras besoin de ces personnes-là, elles seront là pour toi. Et si tu comprends ça, et que tu joues le jeu du groupe, ça fonctionne très bien. Si tu veux tout le temps, toute l'attention, et que ce soit les rounds que pour toi, etc., ça fonctionne très mal. Et voilà, faut être dans la bonne mentalité pour que ça fonctionne. C'est un sport individuel, mais qui a besoin du collectif. Bien sûr, exactement. Ouais. C'est ça. Sinon, et si tu es égoïste et que tu dis non, moi je veux que les autres soient pour moi, etc. Très rapidement, tu vas te retrouver tout seul. Tu peux pas t'entraîner tout seul. Donc tu as besoin des autres. Donc tu as besoin de donner un petit peu pour recevoir aussi. Et puis quand tu donnes, parfois tu affrontes, je sais pas, un petit qui est immobile et tu vas donner à un grand qui se déplace. Mais peut-être que demain, tu vas affronter un grand qui se déplace. Et les rounds que tu as donnés, ils vont t'aider pour le prochain adversaire. Donc, il faut aussi voir long terme. Et c'est pas trop 3 combattants la même soirée? Tu devais être éclaté. C'est mine de rien, parce que tu as 3 attentions différentes. 3 combattants à la même soirée, plus tout le reste qui se passe en parallèle. Ouais. Non, c'est dur, c'est fatigant. Tu dors combien d'heures par nuit, Nico?
Sérieusement. Quand le camp, ça dépend des nuits, mais tu as des moments pendant le camp d'entraînement qui sont très stressants. Tu m'étonnes. Tu as des moments, moi j'ai eu des week-ends où je sortais du week-end, j'étais pas reposé en fait. Ouais, tu m'étonnes. Parce que tout le week-end, ce qu'il faut comprendre, c'est que la planification de la semaine, quand c'est l'été et que tu dois planifier 3 préparations UFC différentes et qu'il n'y a personne parce que c'est août, déjà c'est dur de trouver par exemple des sparring qui ressemblent à Caio en France. Donc il faut trouver un gaucher qui fait entre 90 et 100 kilos, qui fait 1m90, qui fait du in and out et qui est suffisamment bon boxeur. C'est con, je suis pas gaucher quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu es là et vraiment, j'appelle les coachs. Louis, t'as qui pour moi? Issa Samaké. Ouais. T'as qui pour moi dans ces poids-là? Il peut être disponible quand? À telle heure? Où? Quand? Et tu es là à configurer les semaines. Et ça, c'est un combattant. Sur un type de sparring. Ouais. Wow. Non, franchement, il y a des week-ends qui étaient très compliqués. Ouais. Bon, en tout cas, tu y arrives, on le voit, tu fais progresser évidemment tous tes combattants. Si tu devais faire ton autocritique, par contre, sur quel secteur tu penses avoir le plus progressé là depuis quelques mois? Pas le poker. Et à l'inverse, tu vois les secteurs sur lesquels tu dois encore progresser. À ton avis, bon, tu vas me dire un peu tout, mais ouais, il y a tout. Moi, j'aimerais beaucoup progresser sur ma compréhension de la boxe anglaise. D'accord. Ouais. Parce que je pense que la boxe anglaise, c'est un pilier du MMA. Et je pense que j'ai beaucoup progressé sur la compréhension de la lutte et notamment d'une position que j'appelle la quadrupédie, qui est globalement la position dans laquelle se retrouvent beaucoup des Dagestanais au sol. Je pense que je commence à avoir un système qui est très très fort là-dessus. En parallèle de ça, sur l'anglaise, j'ai encore beaucoup de progrès à faire et j'essaie de m'inspirer, de regarder beaucoup de matchs de boxe anglaise, de m'inspirer des grands entraîneurs, d'aller chercher des informations, de discuter avec des entraîneurs d'anglaise beaucoup. C'est un peu une de mes recherches à venir, c'est vraiment comprendre ça le plus possible, tu vois. Comprendre, m'en inspirer, pour moi, pas pour remplacer un prof d'anglaise, mais pour moi, orienter les mecs le mieux possible dans ce que je fais et ce que je vois, tu vois. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. On va voir, nous, si tu as progressé sur notre rubrique, évidemment. Ouais, c'est reparti pour le face-off. Nico, tu la connais, cette rubrique, je sais, tu l'aimes bien en plus. Donc très simple, tu vas avoir des personnes qui vont s'afficher dans l'écran en face de toi, tu vas t'adresser directement à ces personnes. Seb et moi, on n'est plus là, je vais juste dire le nom de ces personnes quand même pour que nos téléspectateurs sachent qui elles sont, mais ensuite ça sera à toi, ok? C'est parti. Allez, c'est parti. La première personne, bon, Nassourdine Imavov, mais il y a quelques années quand même. Nas, il y a quelques années, aie confiance en toi, aie confiance dans ce que tu fais et tu vas aller très très loin. Khamzat Chimaev. Attention à toi, on arrive très fort. Et ton fils. La photo date un peu. Nathan, bah pareil. Alors il fait pas de boxe, il fait du judo. Il fait du judo, il fait de la gym et il fait du handball. Il fait 3 sports. Oui. Ouais. Lui, son sport préféré, c'est le handball. Ouais. Pourtant, il est assez fort en judo. Mais il aime beaucoup moins le judo que le handball et la gym, il adore aussi. Non, rien, je suis fier de toi, fiston. Continue à faire ce que tu fais et je t'aime très fort. Lloyd Manning, est-ce que tu te rappelles de lui? Oui, forcément. Tu sais que j'ai mis un moment à capter c'était qui. Alors, ton tout premier adversaire en pro, tu avais perdu ce combat. Ouais. T'es KO au premier round. Eh ben, je vais te raconter l'anecdote Lloyd. Donc, quand je perds contre lui, je perds dans la plus grande arène d'Irlande, à Dublin, qui est l'arène l'O2 Arena, en fait, qui reçoit l'UFC à Dublin, etc. C'est la grosse arène. Et donc, on est le premier combat de la soirée, Bama, premier combat pro. Et donc, je perds rapidement sur une phase de sol, on remonte debout, je compte la cage et je prends un gros punch d'Irlandais qui cogne fort et je prends un KO. Et donc, dur pour moi, parce que j'avais même jamais pris un knockdown à l'entraînement ou quoi que ce soit, tu vois. Donc, très dur, tu vois. Je me dis, putain, finalement, est-ce que je suis fait pour ça, machin, bidule, bref, dur. Et en parallèle de ça, je coach déjà, tu vois, je coach déjà beaucoup. Et je coach Arnold Kero. Et Arnold Kero, pareil, il perd par KO son premier combat au Cage Warriors, en 12 secondes, alors qu'il était sur 7 victoires d'affilée, il était aux portes de l'UFC et tout. Il perd par KO. Et 2 mois plus tard, il recombat au Cage Warriors. Et son combat au Cage Warrior 2 mois plus tard, il a lieu à l'O2 Arena, à Dublin, là où moi j'avais perdu. Ouais. Et je me dis, en fait, ce gars, je te disais tout à l'heure, parfois tu apprends de tes combattants. Je me dis, ce gars, il a perdu il y a 2 mois par KO.
il n'a pas peur, il revient, il remonte à cheval tout de suite contre un Anglais qui, à l'époque, McCann, il s'appelle, qui avait fait un match nul avec Mehdi Ben Agdar, ce qui est l'Anglais côté que personne ne veut accepter. Arnold Caro, il accepte chez lui. On va là-bas, et quand on va là-bas, on est là en train de, tu sais, avant le combat, tu es là, machin, et je croise Lloyd Manning, lui là, qui m'a mis KO. Donc il vient me parler. Moi, au début, je suis un peu, tu vois, je suis un peu fier comme ça, je le regarde un petit peu comme ça. Et il vient, il me serre la main, il me dit comment tu vas. Il me dit t'as pas lui, il a recombattu au Cage Warrior, il a remis un KO très rapidement, premier round, etc. Et il me dit comment ça se fait que tu n'as pas recombattu. Et je lui dis c'est un peu compliqué tout ça. Et il me dit tu devrais recombattre. C'est pas normal que tu n'aies pas recombattu. Ouais. Et je me dis c'est fou quoi, c'est un alignement du destin. Je suis dans la même salle, je rencontre le gars il vient me voir. Arnold il combat, Arnold il gagne son combat. Et je me dis c'est pas possible, il faut que je recombatte. Et 3 mois plus tard, je combats au Cage Warrior et je gagne mon combat. Voilà. Donc rien de spécial à dire, juste lui-même il a arrêté sa carrière par la suite. Merci quoi, quasiment en fait. Merci d'avoir dit ces mots quoi. Merci d'avoir dit ces mots, effectivement, c'est ça. Et un Nicolas Haute qui fait un dernier combat de MMA en mode jubilé comme va le faire Malik Silla par exemple, ça pourrait se faire ou pas, honnêtement? Tu sais, j'étais au Striker ce week-end, il y avait une ambiance de malade mental, j'avais envie de rentrer dans la cage et j'avais envie de me battre, tu vois. Donc ce truc-là, j'ai envie, la préparation, j'ai pas du tout envie. Non mais un dernier, tu vois, pour se faire kiffer, pour nous faire kiffer. Mais j'ai beaucoup trop de respect pour le sport, pour le faire. Tu sais, j'ai arrêté parce que mes derniers combats qui étaient des super fights de grappling, qui n'étaient pas du MMA, mais qui étaient des super fights de grappling, je les ai fait sans me préparer. Je les ai gagnés, mais sans me préparer. Et je me suis dit, c'est pas très respectueux et tu peux pas faire ça sur le long terme. Mais t'es encore en forme, Nico, tu vois, tu fais encore des sparring des fois avec tes combattants. Franchement, je suis sûr. À quel âge à toi, 39. Ah, je t'aurais donné 40, ouais. Putain, je pense que ça fait 40. Non, je m'aurais pas donné 40. Non, je t'aurais donné beaucoup moins, comme Seb. Quel âge toi? 53. 52. Non, Seb, il abuse. La shape qu'il a à 52, il y a des mecs à 20 ans, il y a des mecs toute leur vie, ils n'auront pas cette shape en fait, simplement. C'est la bouffe, je vous dis. Seb, il abuse. Ouais, c'est la bouffe. Mais bon, moi, je préfère manger un peu de sucre et être comme je suis. Je rigole. Non, félicitations Seb. La prochaine personne, on a un peu dévié, tu vois. On dit cette séquence, on parle plus avec Seb, mais on peut pas s'en empêcher. Non, mais c'était cool. Trevor Whitman. Trevor Whitman, je kifferais le rencontrer. Parle-lui. Je kifferais te rencontrer et qu'on échange et que tu m'apprennes des choses. Par exemple, lui, il a fait des super coachs de striking, quoi, super intéressant. Donc non, je kifferais te rencontrer et qu'on échange, bien sûr. Donc un coach qui a coaché les plus grands, Georges Saint-Pierre, Kamaru Usman, exactement. Justin Gaethje, qui a transformé leur boxe, notamment avec les déplacements et tout. Et qui a fait un choix qui est super intéressant. C'est que lui, il a dit à un moment, je m'isole. Je prends un studio training, enfin tu vois, une salle qui n'est pas trop grande, et dedans je prends 2-3 combattants de très haut niveau, et c'est tout. Et Nicolas Haute, il pourrait faire ça ou pas? Et Nicolas Haute, il pourrait faire ça, ouais. D'accord. C'est pas l'objectif de maintenant, là on est dans une phase où bien sûr. On veut monter les combattants de demain. D'accord. La prochaine personne, les gars. Mike Tyson. Alors Mike Tyson, je l'ai croisé en Russie. Ok. Et je suis avec Damien Lapillus, on est en Russie. Et je dis, c'est obligé, il faut que j'aille lui serrer la main, quoi. C'est Mike Tyson, tu vois, tu peux pas ne pas. Et on s'est fait stopper par 2 vigiles russes de 2,10 m qui rigolaient pas du tout. Et on a compris au bureau. On a compris que ça n'était pas. Non, Mike Tyson, bravo, quoi. Bravo pour cette carrière incroyable, bravo pour cette vie incroyable. Grand fan de Mike Tyson, on regardait ses combats avec mon père quand j'étais petit. Voilà, Mike Tyson, c'est Aaron Mike. Il va recombattre contre Mayweather, hein, je crois, c'est ça. Ça a été. J'appelle pas ça recombattre. Exhibition. Oui, mais bon. C'est bon. Je les regarde même pas, moi. En fait. Ouais, ça vous hype pas du tout. Pas du tout non plus, toi. Moi, Tyson, c'est le début. Tout le monde connaît Mike Tyson, tout le monde aime Mike Tyson parce qu'il a été, parce qu'il a fait les combats de cirque là. On n'y fait pas attention et ça. Vraiment, ça dégrade pas son image pour vous. Non. Après, il le fait. Il doit avoir ses raisons pour le faire. J'imagine raisons pécuniaires, mais voilà. Mais non, c'est un monument et je continue de le regarder comme un monument. Le reste. Tiens, un autre monument, la dernière personne. Peut-être plus que Mike Tyson même. Ménage ton énergie et tes temps de repos. C'est essentiel si tu veux aller loin et continuer à faire du travail qualitatif. T'en fais trop?
parfois? T'as l'impression d'en faire trop à certaines périodes? Ouais, t'es obligé de... Faut apprendre à dire non plus qu'à l'accoutumée. Ok. Et ben ça, tu vois, c'est quelque chose, là, on rigolait tout à l'heure, ouais, la shape de Sem, machin. Ouais. En fait, c'est un tout. Et moi, ces paroles, je les ai eues par Jean-Marie Merchet, qu'un jour, il m'a dit, Seb, va falloir que tu apprennes à dire non et à prendre du temps pour toi. Et c'est vrai que ça fait 4 ans, enfin, ça va faire 4 ans bientôt, et ces paroles, elles résonnent. Et oui, maintenant, tu apprends. Ouais. Et je sais dire non. Je sais dire non, je vais prendre du temps pour moi. Après, j'ai pas le même âge que vous, mais je pense que c'est un tout. Et c'est ça qui fait que quand tu te ménages, bah, peut-être que tu avances, tu iras plus loin que les autres parce que tu fais attention à toi. Et surtout dans un univers maintenant et coach de MMA qui est très énergivore, c'est incroyable. Donc ouais, effectivement. Je pense que c'est la clé. Bah oui, oui, oui. Et c'est pas facile. Ah bah. C'est très dur, mais c'est primordial. Ouais. Ah bah oui, bien sûr. Et et je pense que c'est le secret, en tout cas, et d'une longévité sportive et vitale, bien sûr. Et je pense que c'est ça qui fera que tu vas rester. Vous auriez dû faire journaliste, les gars. Journaliste, regarde, tu te poses ici, t'en branles pas une, tu discutes, hop, tu finis ta journée, tu te casses. Oui, tu reviens le lendemain. Que toi, après, là, tous les bonbons qui sont là, toi, tu vas les manger. Oui, et en plus, tu bouffes, tu vois, en plus, tu bouffes gratuitement, c'est quand même beau. Ah, c'est une belle vie, c'est une belle vie. Bon, on va enchaîner, Seb, nous, avec, bah oui, forcément. Avec les petites questions. Allez. On n'avait pas de nom pour cette rubrique. Je l'appellerais bien le QCM, les questions cons du MMA. Exact. Elle est très très bien, cette rubrique, je valide. Allez, c'est pas mal. Allez. Tu commences la première ou je commence? Allez, je commence. Vas-y. Alors, 3 sur 3 à l'UFC. L'UFC Paris, donc 4. Des combattants en constante progression. Quel est ton secret? Les petites photos à chaque fois, hein, comme d'habitude. Petit A, tu gardes la tête froide. Ouais, c'est la reprise, ils sont un peu longs, hein, forcément. Ah, ok. Petit B, tu prends de la hauteur. Voilà. Et petit C, tu enfiles ta cape de super-héros, la fameuse cape haute. Eh oui, bon, on n'avait pas l'image, hein, on a hésité, mais bon, c'était un montage un peu chelou, donc on s'est dit, on va pas l'afficher dans cette émission quand même. Ah bon? Non, on avait imaginé Nico dans une. Enfin bref, bon, on ne peut pas en parler ici. Même si l'émission est diffusée tard quand même. Deuxième question. Attends, il n'a pas choisi. Ah bah oui, c'est vrai, je suis con. Il a pas choisi. Je me disais, putain, le mec qui est trop, on me dit dans l'oreillette, vite, allez, hop, j'y vais. Tu gardes la tête froide et tu prends de la hauteur, les deux. A et B, ouais. Allez. A et B, il ne sait pas choisir, Nico, donc mettez C. Bon, voilà, on va dire. Non. Voilà, C, tu enfiles la cape de super-héros. La capote. Deuxième question. La pire chose qui puisse arriver à un de tes combattants la veille d'un fight. Petit A. La constipation. Oui. Petit B, une chute dans le peloton. Forcément, quand on fait des activités un peu annexes, ça peut arriver. Cyril Gane, il n'a pas la classe là-dessus. Et petit C, vous avez déniché des trucs. Et petit C, attention, celle-là, elle est. Je crois qu'on peut quand même t'avoir dans le dos ou plus 6 affinités. Voilà, donc là, on ne voit pas bien avec la question, mais voilà, disons qu'on peut l'avoir parfois un peu plus bas. Travelsi. Oui, évidemment. Putain, ouais. Et quand on a Nico un peu plus bas, ça peut être douloureux. Elle est magique cette photo. Rappelle-moi les 3. La constipation, une chute dans le peloton ou t'avoir dans le dos ou plus. Non, c'est la chute. C'est la chute dans le peloton. T'as vu le peloton en plus, Alain Baudot et Cyril Gane. Est-ce qu'on peut remettre le Marcel de Nico? Ah oui, j'avoue que. J'ai un pote qui me parle tout le temps de ça. Dès qu'il parle d'un Marcel, il dit un Marcel comme le tien. D'ailleurs, question plus sérieuse là autour de ça, tu fais de l'entraînement croisé avec ton combattant? Tu leur dis par exemple d'aller nager, d'aller faire un peu de vélo, Non. Tu vois, de sport porté. Tu sais où c'est ça? UFC Fight Thailand. Ah ok, d'accord. Et en fait, on est en plein Covid, c'est Fight Thailand. Ah oui, ok. On est sur l'hôtel de l'UFC, ils donnent des vélos en fait, des vélos cyclistes. Et tu prends le vélo et tu vas à la plage qui est à côté, la plage Fight Thailand. Et pour l'anecdote, ça va te parler, Rodrigo Minotauro Nogueira, dont j'étais le plus grand fan quand j'étais gosse, je regardais ses vidéos au Pride, il mettait les triangles, il mettait les jujis et tout. Il est là, il ne sait pas où sont les vélos. Et je lui dis, bah, vas-y, si tu veux, je t'accompagne. Et donc, je l'accompagne au vélo, il prend son vélo, je prends le vélo, on va ensemble à la plage, je l'accompagne à la plage, et je suis tout fier d'avoir accompagné Nogueira à la plage. Tu m'étonnes. Pas mal. Quoi. Allez, troisième question, mon Seb. Ton plus grand défaut. Petit A, tu parles trop, ça endort tout le monde. Ouais, et puis vraiment tout le monde, hein, parce que parfois il y a du monde. Même toi. Petit B, tu ne respectes pas les non-voyants.
Non, c'est la photo d'après, les non-voyants. Voilà. Et petit C, tu ne fais aucun effort vestimentaire. Ouais, je parlais pas dans le vide tout à l'heure. Hein. Regarde. Fernand Lopez et Cyril Gann en costume, un peu comme moi finalement. Hein, mais Nico dira que c'est un style, il a dit quoi? Négligé. Voilà, négligé. Et puis Nico. Vous voulez l'anecdote de ça? Pareil, Lopez, il me dit, ouais, faut que tu viennes, machin. Tu vas faire l'entraînement des gars. C'était un truc au Louvre. Et d'un seul coup, on me dit, bah non, en fait, c'est toi qui vas prendre le micro, tu vas traduire. Il y a un gars qui parle anglais, tu vas traduire. Et c'est comme ça que je me retrouve en jogging sur scène, alors que tout le monde est super bien sapé, tu vois. Toi, à la base, tu dois traduire. Ouais, moi, à la base, je dois entraîner, et finalement, je me retrouve à traduire. Non, je parle trop. Tu parles trop, ça endort tout le monde. Donc petit A. Allez, 4e question. Parmi ces photos, sur laquelle cet homme est le plus beau gosse? On va le découvrir. Est-ce que c'est petit A, regard à la fois perçant et mélancolique, qui semble traverser la vitre, hein, comme s'il cherchait quelque chose au-delà du monde visible? Petit B, un regard perdu qui semble flotter entre la nostalgie et le silence des pensées qu'on garde pour soi? Ou petit C, un regard déterminé qui contraste avec son t-shirt I Love MMA, un brin beauf, comme s'il portait fièrement sa passion brute, sans chercher à l'adoucir? Non, la B, le petit café parisien. Non, tiens, tu peux la prendre? Elle est là. Non, la B. On va la montrer à la caméra. Elle est magnifique, voilà. regardez. La B, c'est un délire. Ça, Le c'est une penseur. photo d'appli de rencontre. Hein. Le penseur. Ah, elle est belle. Elle est vraiment belle. Ah là là. Non, on aime celle-là. Donc la B. La B. Eh bien, à toi, celle. Et bah, donc, le prénom de. Donc, t'as un enfant, hein. J'ai 5 enfants. Putain, c'est 5. Mais non, c'est une connerie. Si. Non, je t'assure. Ah non, c'est vrai. Ah bah alors, pour le 6e, alors. Ah, Attends, ils ont quel âge tous tes enfants là? Ouais, c'est long, hein, si je te donne tous les âges. Genre, il y a une grande différence? Ouais, il y a plein. Alors, le prénom de ton futur enfant, ton 6e enfant. Petit A, Kamel, en référence à Camelot, célèbre série. Oui, voilà. Alors, on est quand même très con avec Seb. Kamel Hot. Voilà, on est allé chercher un peu loin. Petit B, Camelot. Charles Hot, un prénom masculin, identité globale féminine, c'est pas mal, non? Et petit C, Heidi, Idiot. Ouais, il faut le dire avec un Idiot. accent. Tu es idiot. Mais il n'y a pas de photo. Vous Idiot. n'avez pas de Non, photo. on n'a pas mis. Ah non, Ah attends. ouais. Non. On n'a pas le droit de mettre des gosses à l'image. On va Non, chercher des bébés. On va mettre Charles. Charlotte. Oh. Charles en référence au roi de France. Ah bah voilà, Oh. très bien. C'est pas drôle. Moi, Charlotte. j'aurais mis Kamel. Camelot, c'est une super série. Ah, j'aurais Camelot. pu mettre Kamel, mais ça aurait été Kamel référence à notre partie de poker. Ah oui. Allez, Kamel Tatouage. D'accord. Ok. Ouais. Bon, c'est un mec qui fait des. Super sympa. Ouais, très gentil, qui fait Ouais, des ok. blogs, c'est ça, hein? Donc, il Ouais, fait ouais, des il tatouages, fait quoi. des non, blogs, c'est- Mais ça n'a pas de rapport, je crois, en plus, le tatouage. D'accord. Je sais pas s'il fait des Je tatouages. sais pas, non, Moi non non, plus. je crois pas. C'est un influenceur. Ouais, Oui, c'est ça. de bons plans. Voilà, je Ok. cherchais de bons plans. Attends, j'appelle Guillaume Pelletier, peut-être. Là, on a fini avec les questions, donc Seb, ton premier que tu l'offres de la saison, on y va? On y va. Allez, c'est parti. Le que du lave, eh bien, c'était la Super League sur la très belle île de La Réunion. Ça s'est déroulé le 13 septembre. Alors, ce que du love, bon, c'est normal, il n'y avait pas eu de gala là, pendant l'été. Il y a eu plusieurs choses pour moi qui font que c'est le que du love. Déjà, première découverte de l'île de La Réunion. Les 3 fois où je devais y aller avec Jean-Marie. À chaque fois, ça s'est annulé. Il y a eu un gala qui s'est annulé, le Covid, et puis après, malheureusement, Jean-Marie est parti. Et donc, ça m'a fait bizarre d'aller à La Réunion sans Jean-Marie. Ouais. Au-delà de ça, un accueil incroyable. Les Réunionnais sont d'une gentillesse. J'ai fait beaucoup de pays dans ma vie. Mais La Réunion, je crois que c'est le seul endroit sur Terre où tout le monde se fout de ta couleur de peau, de ta religion, d'où tu viens. T'es juste là, ben kiffe, t'es là. Donc voilà. Et ça s'est ressenti donc dans les gradins, parce qu'il y avait une très belle ambiance. Donc c'était le dernier combat de Gaël Grimaud, Oui. ceux qui l'ont connu, hein, c'était un peu l'époque de tension. Donc il voulait faire son dernier combat. Malheureusement, il perd contre Florent Béton-Rangal. C'est pas ça qu'on a retenu parce que organisateur et combattant sur la même, c'est impossible à gérer, c'est pas possible. Il y a eu, c'était des combats amateurs, il y a eu 2 combats pro. Et puis c'est cet engouement sur l'île de la Réunion, moi qui m'a bluffé. Il y a encore beaucoup de choses à faire là-bas. D'ailleurs, ils comptent réorganiser en septembre prochain. Là, on voit le chaos d'un Sud-Africain.
sur donc un représentant de la Réunion. J'ai oublié son nom, désolé. Mais en tout cas, voilà, c'était génial qu'une cage s'installe à la Réunion. C'est pas la première fois, mais en tout cas, moi, c'était ma première fois. Et l'accueil, l'ambiance, et puis tous ces combattants réunionnais qui commencent un petit peu à prendre le niveau, parce que le niveau, faut être honnête, hein, le niveau à La Réunion n'est pas celui de l'Île-de-France et de la France. Donc voilà, c'était mon Que du Love, premier Que du Love de la saison, Super League à La Réunion. Magnifique. Rougail saucisse. Comment? Rougail saucisse. Pas pour moi je mange pas de viande, mais ma petite femme a profité du rougail saucisse. Ouais. Donc les vacances après quoi? Après je suis resté, gala, les vacances. Je suis resté, tout le monde est reparti le dimanche, je faisais moi je suis resté parce que voilà, fallait que je reste, parce que j'avais beaucoup de choses à faire et j'y retourne en décembre, mais en vacances. Là, je peux te conseiller un autre lieu de vacances. Oui. Rungis, peut-être, ça te parle? C'est magnifique. Ouais, on en parle dans le main Rungis event. au mois d'août. Ah oui, le main event, tu nous fais une petite vocalise? Allez, c'est parti. C'est l'heure du main event. Ouais, À Rungis. Qu'il y a du souci à se faire. Ah, mais il est comme ça. La concurrence. Il est comme ça. Des fois, il m'envoie des messages. C'est pareil, il essaie de pas le croiser. Hein. Ouais, un jour, on fera un petit concours avec l'invité. Tu veux pas tester, toi, là faire pareil? Non, tu après peux ça. Ouais. Bon, Nico, forcément, on parle de Rungis parce qu'on ne pouvait pas se quitter sans parler de ton gros projet qui va naître bientôt, le MMA Performance Center, donc, qui va ouvrir à Rungis dans quelques temps. Là, c'est encore en travaux. Tu peux nous expliquer un peu d'où l'idée t'est venue et ce que c'est exactement? Ouais, il y a deux choses. La première des choses, c'est de se dire qu'en France, on a des combattants d'élite, qu'on a du savoir-faire, voilà, on n'a rien à envier à ce qui se passe à l'international, mais qu'il faut réunir trois choses. Pour moi, une logistique, c'est-à-dire qu'un endroit où on peut s'entraîner, parce qu'on a l'espace pour s'entraîner, on a une vraie cage pour s'entraîner, on a des tapis muraux pour pouvoir faire du cage control, etc. On a un espace de préparation physique performant, on a une unité de récupération, donc un espace qui réunisse tout ça. Ensuite, des coachs qui réunissent les compétences qui sont nécessaires. Donc le top des coachs, que ce soit au sol, en lutte, en boxe anglaise, en striking, en muay thai ou en MMA. Et puis, la troisième chose, des partenaires d'entraînement de qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, on arrive à réunir les meilleurs combattants français, on arrive à réunir même les meilleurs combattants francophones. On a souvent les Belges qui viennent nous rendre visite. Je pense que demain, ça peut être un pôle où on réunit les meilleurs combattants internationaux. C'est-à-dire que je prends souvent l'exemple de Yann Gary qui est en Irlande, qui pourrait venir ici. Je prends l'exemple de Shavkat qui est au Kazakhstan, qui pourrait venir ici. Globalement, on pourrait avoir des gens de toute l'Europe, du Moyen-Orient, etc., qui pourraient venir faire des camps d'entraînement sur Paris. Et donc l'idée du Performance Center, elle est double. Ouais. Elle est de permettre l'explosion de la performance sportive de haut niveau et de ne plus rien avoir à envier aux grosses salles américaines. Et aussi de former les combattants de demain. Parce que le matin, il y a tout ce qui est pour les pros, et puis le soir, il y a tout ce qui est pour les amateurs, les jeunes et les très jeunes, les enfants. Oui, il y a une section loisirs. Simplement, demain, le lambda peut venir. Bonjour, je viens faire du MMA. Moi, si j'ai envie, par exemple, de venir au Performance Center, exactement. Je suis bienvenu. Quoi. Et la façon dont j'ai conçu, donc il y a cours tous les soirs. La façon dont j'ai conçu les cours du soir, c'est que tu as 2 créneaux par soir. Donc tu as le créneau 19-20h et tu as le créneau 20h-21h. Ah. Pourquoi il y a 2 créneaux? Tu peux faire les deux si tu veux. Non? Toi, disons, tu viens avec une approche assez loisir. Ouais. Et donc, en fait, 3 heures dans la semaine, c'est suffisant pour toi. Ouais. En termes d'énergie, en termes de temps que tu peux dédier à la pratique. Donc tu peux venir 3 fois 1 heure. Tu choisis ton créneau, soit 19-20, soit 20-21. Par contre, on a le jeune amateur qui, lui, veut vraiment aller au bout. Ouais. Lui, il fait les 2 cours tous les soirs. Et donc, il n'a pas 5 heures, il a 10 heures d'entraînement le soir. Et donc, forcément, et quand il est suffisamment performant, il peut même venir sur les cours des pros le matin. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir créer un truc où, juste avant, par exemple, donc ça, on a cours pour les amateurs tous les soirs. On a cours pour les, j'appelle ça les teens. En gros, c'est les lycéens. Ouais, les ados. Les ados. Ouais. Les lycéens, ils ont cours 3 fois par semaine. On peut imaginer les meilleurs lycéens, ils peuvent enchaîner le cours lycée avec le cours amateur. Oui. Et donc, l'idée, c'est de proposer à tous les profils d'y trouver leur compte. D'accord.
Ah ouais, là, ça va faire une. C'est un gros truc. Hein. Ouais, une machine de guerre. C'est un gros truc. C'est costaud. Et c'est 1 heure d'entraînement? C'est des plages d'1 heure? Alors, c'est 1 heure d'entraînement, comme je dis, sur le cours amateur. Ouais. En fait, c'est 2 fois 1 heure. 2 fois 1 heure, ouais. Donc, en fait, tu veux rester tout le cours, tu es 2 fois 1 heure. Souvent, le premier cours, il va être plus technico-tactique, Ouais. donc avec des phases techniques, tactiques, etc., du travail à thème. Et le deuxième cours, il va être un peu plus libre, un peu plus intense, etc. Et donc, tu peux aller chercher le cours que tu veux. Ah, c'est bien ça. Tu peux venir qu'à un des deux, Oui, ou tu peux venir aux deux. Ouais. Ouverture quand à peu près Ouverture prévue mi-octobre. Mi-octobre. Ah ouais, c'est là, Très bientôt. Très bientôt. Ok. Voilà. Et l'idée de base, elle est venue quand? Elle a émergé quand chez toi? Est-ce qu'à un moment tu t'es dit putain, faut que je fasse ça? Ça date de quand? Bah, Il y a en fait, longtemps, récemment? voilà, les conditions de travail, elles sont toujours mieux avec un lieu qui est pour toi. Je te donne un exemple. Quand on prépare l'UFC Paris, il nous faut des plages horaires qui sont particulières, s'entraîner tard le soir. Et c'est compliqué de trouver des salles qui peuvent t'accueillir tard le soir. Oui, les salles, Une des choses que j'ai conçues aussi au Performance Center, c'est donc au fond de la cage, au fond de la salle. Donc, tu as un grand tatami qui fait 360 mètres carrés. Et au fond de la salle, tu as une cage qui est une cage officielle, MMA. Okay, super. Et tu as un rideau qui sépare, qui peut séparer, si tu as le besoin, la cage MMA du reste du tatami. C'est-à-dire que si on est en préparation de l'UFC et qu'on veut s'entraîner à huis clos pour les pros au fond de la salle, on peut tirer le tatami. On a tous les amateurs qui s'entraînent, on a suffisamment de place pour eux. Ouais. Et au fond de la salle, on a tous les pros qui s'entraînent. Ouais, et donc, on peut diviser. Ouais. Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais vu en Arabie Saoudite à l'UFC Gym, mais qui ne se fait pas encore. Ouais. Et qui permet le double travail pro-amateur. Ah, c'est vachement bien. Et pareil, nous, on a des cartes avec des passes. J'ai des badges avec des passes. Ouais. Et je peux t'autoriser, toi, tes combattants UFC, je peux dire, toi, tu peux venir H24 quand tu veux. Et toi, par contre, tes combattants amateurs, toi, tu es ouvert qu'aux cours, aux horaires des cours amateurs. Et le pass, c'est-à-dire que si à un moment, je ne suis pas là parce que je suis en Fight Week, je ne sais pas où, mais que toi, tu veux t'entraîner à 22h30, tu as ton badge, tu peux rentrer dans la salle, tu peux aller t'entraîner. Ah, c'est bien. Donc en fait, l'idée, c'est de réunir les conditions d'entraînement pour le niveau. Tu as déjà été au Performance Institute à Vegas? Bien sûr. Et tu t'en es inspiré un peu là pour ouvrir le MMA Performance Center? Oui et non. Oui, sur certains points qu'ils ont fait qui sont bien. Ouais. Mais par exemple, le Performance Institute à Vegas, c'est fermé le week-end. Ouais. Le soir, ça ferme à 22h. Donc, il y a plein de points sur lesquels, non, je ne m'en inspire pas. Et il y a des points sur lesquels, effectivement, par exemple, la cage aux normes UFC, un petit peu surélevée, c'est quelque chose dont je m'inspire. Mais il y a plein de points sur lesquels, non, je ne m'en inspire pas forcément. Il y a possibilité de dormir sur place pour les athlètes? Il n'y a pas possibilité de dormir sur place, mais par contre, c'est dans la Silic, donc c'est une zone industrielle dans laquelle il y a plein d'hôtels à côté. Et donc, c'est très facile de trouver une place dans le parc hôtelier. Ouais. On me dit la Silicon Valley, non? La Silic, ouais. Ça. Hot Valley. Ah, oh, joli. Putain, il est bon, ouais, on va le garder, j'avoue. Préparer les émissions, je vais dire, tiens Nico, qu'est-ce que t'en penses? Mais écoute, avec Seb, on s'est amusé, on va te donner quelques idées de recrutement pour cette future belle salle. C'est bon, Seb, ouais. Cédric Doumbé pour le ménage, comme ça, t'auras aucune épine dans ta salle, ça tu peux en être sûr et certain. Je pense que ça peut être pas mal. Si t'en as en tête, t'en rajoutes un, Seb. Vas-y. Franck Gastambide pour tourner une série sur toi, voilà, dans le Performance Center. Cyril Gane pour jouer dedans, on sait que c'est un très très grand acteur, forcément. C'est l'Oscar et les César. Hein. Ça, tu l'attendais, je pense, mais Benjamin Serfati pour le cutting, évidemment. Je pense que tu lui as déjà passé un petit coup de téléphone, évidemment, je te connais, Nico. Paul Denat pour te faire du contenu sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être intéressant, par contre. Je sais que tu l'affectionnes particulièrement. Manon Fiorot pour donner des cours d'anglais à tes combattants. Je sais que parfois, ça bloque un peu de ce point de vue-là. Manon Fiorot, elle est parfaite dans ce secteur. Greg MMA pour que tu le coaches, parce qu'il a un combat de prévu à Hexagone contre Jean-René, 63 ans, chauffeur poids lourd. L'un de ses nombreux combats qu'il va encore faire. Jean-Charles Skarbowski, c'est dur à dire, tiens, Jean-Charles Skarbowski pour la préparation physique. Tu le sais, hein, l'échauffement, ça sert à rien. Et la préparation mentale, la pression, buvez-la. Qui a dit qu'avec un bid à bière, on ne pouvait pas encore être performant? C'est des bonnes idées, ça t'en pioche quelques-unes là-dedans? J'apprécie. J'apprécie. Je note, mais... T'as déjà ton équipe, toi, ouais? Ouais, j'ai déjà mon équipe globalement. Ouais. Tu peux nous dire un peu de qui allait composer? Oui, il y a du lourd qui arrive. Je ne peux pas dire tous les noms, mais je peux déjà vous dire que par exemple pour le sol, il y aura Reda Meptouche. Ah oui, ouais. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux au sol en France. À l'époque, je l'ai spiqué, je crois qu'il faisait le premier, je l'ai spiqué de la saison 3 de MMA Chill & Fight. Non, c'était en jiu-jitsu. C'était à l'époque de Hatch, il faisait les... Comment ça s'appelait?
Enfin, je sais pas quoi, mais en jiu-jitsu. Mais incroyable. Ok. Sur la lutte, on aura Maxime François. Sur le. Qui est pas terrible, Qui est pas terrible. Il a des failles. Mais qui est quand même de loin ce qui se fait de mieux. Oui, quoi. ça va encore. Parce qu'il n'y a pas de concurrence. Parce qu'il n'y a pas de attends. concurrence. C'est ça. Moi, je le défie. Devant tout le monde, je le dis, Maxime, j'ai tout vu. Sur le striking, on aura Rodrigo. Ah bah, Voilà, je pense qu'on va être bien entouré. Ah, ça va être. Question que je me posais aussi, qui rejoint un peu ce dont on a parlé tout à l'heure sur voilà, la communication un peu de tes combattants. Est-ce que tu auras une personne dédiée au média training? Je ne sais pas si il y en a un peu dans les différentes salles. Écoute, ce que tu vois à haut niveau, c'est que chacun a son équipe qui peut l'entourer sur le média training. Tu vois, Nassourdine, il est avec une certaine équipe. Benoît aussi. Donc, non, moi, je pense pas que. Moi, je vais vraiment me concentrer sur la performance sportive. Ça, s'ils veulent, c'est à eux après d'en engager en dehors de ton centre. Je pense qu'on peut conseiller un petit peu, mais non. Et Benoît, il sera à 100% avec toi ou il continue un peu aussi à Bayonne? Benoît, il habite à Bayonne. Ouais, c'est ça. Hein. Donc son lieu de résidence, c'est Bayonne. Et puis l'idée, c'est de faire des allers-retours entre Bayonne et Paris, et puis d'être bien présent sur les training camps. C'est pas galère pour toi, ça, d'avoir un combattant qui moi, je préfère toujours avoir quelqu'un tout le temps. Ouais. Mais ça marche assez bien parce que Benoît, il est très sérieux dans ses méthodes d'entraînement. Et puis, il peut faire un travail de fond à Bayonne. Il a une bonne équipe qui est là-bas. Et donc, non, ça fonctionne bien. Donc, toi, tu es toujours en communication constante avec son équipe à Bayonne? J'ai par exemple Fabien, qui est mon fidèle allié à Bayonne, qui est le préparateur physique de Benoît et qui veille vraiment à ce que tout soit carré, tout soit bien organisé. Il m'envoie des vocaux en m'expliquant voilà, comment ça va se passer, comment ça s'est passé, son état de forme, etc. On a une très très bonne communication. Ouais, et puis après, voilà, c'est comme tu disais, l'importance de cette logistique qui va faire qu'une fois qu'elle est bien huilée, que voilà, ça file même si tu es à 700 bornes. Surtout un mec comme Benoît. On se doute bien que c'est pas. Voilà, c'est soldat. Il va pas aller se mettre une mine le samedi soir, tu vois, à la discothèque du coin. Non, par contre, moi, Nico, je vais te mettre une mine dans cette séquence, la bagarre. Enfin, oui, je vais te mettre une mine. Cette séquence. Tout est relatif parce que c'est plus Nico qui va me frapper. Hein, vous commencez à bien connaître cette séquence. Quand t'étais venu, en fait, c'était pas un low kick que t'as mis? C'était un low kick, ouais. C'est ça, hein? Ouais. Mais attends, il va te mettre un high non, kick. mais peut-être qu'on peut reprendre un peu le combat de Benoît Saint-Denis avec Mauricio Ruffi. Peut-être que tu peux me placer un étranglement. Tu vois? Ah, tu veux pas te faire cogner? Petit étranglement, non? Petit Moi, si tu étranglement. veux. Nico, toi, tu veux quoi? Tu préfères quoi? C'est toi qui choisis. Ruffi, en fait, il l'amène au sol sur un body lock. Oui, on peut travailler le body lock. On peut le faire doucement. Et on peut pousser le faire doucement. Ah, mais alors attendez, parce que là. Ah non, il l'amène au sol sur un body lock, on peut le faire doucement. Oh, putain. Alors, on fait doucement. C'est possible ça en régie techniquement? Oui, c'est possible. Techniquement, c'est possible. Oui, tout est possible. Oui, forcément. Tout est toujours possible. Donc, body lock, c'est quoi? Et en plus, c'est une des forces de Benoît. Il vient ici, il serre les mains ici. OK? Pour l'instant, il n'y a rien. Ensuite, je viens, idéalement, est-ce qu'on me voit? On me voit bien? Je viens idéalement, je viens prendre un cran ici. Faut rester, c'est pas fini. Ah bon, faut rester, c'est pas fini. Je viens prendre un cran ici, je viens rentrer la jambe. Et maintenant, j'ai juste à tourner comme ça. Et vous avez vu? Lucien, il n'a pas le choix, il est obligé. Oui, enfin, j'ai pas le choix, c'est parce que je me laisse faire. Hein, il est obligé. Il est obligé de me suivre, il est obligé de tomber par terre. C'est très bien. Non, ça c'est s'inspire bon. un peu C'est bon. Ah, c'est bon. Mais effectivement, c'est une forme qu'on retrouve en judo, mais nous, on le fait contre la cage. Donc, je suis ici, les mains d'abord, je casse la hanche, je rentre le pied, et ensuite, j'ai juste à tourner. Et ensuite, ça va au sol. Si ça va pas au sol, c'est qu'il pose les mains, et ça veut dire qu'il me donne le dos. Ouais, d'accord. Ok. Bon, bah ça va, je suis en bon état finalement. Benoît tu veux pas me placer un Saint-Denis petit étranglement, un petit truc? Je peux te placer un petit étranglement. Moi, je commence si à tu veux. devenir un peu. Je te place ma spéciale alors. Cette séquence. Pas celle de Benoît, je te place la spéciale. Alors, la spéciale, c'est la Guillaume. Ok? Parce que je fais un peu de boxe, moi. Il est prêt. En plus, mais c'est vrai, il s'est mis à la boxe. Je suis dans une salle. La Guillaume, c'est là. Tu viens ici, toi, tu essayes de m'amener au sol. Ok, voilà. Essaye vraiment de m'amener au sol. Et moi, j'essaye vraiment. On fait ça? Vas-y, on fait le jeu. Il essaye de m'amener au sol, je mets la Guillaume. Je tape dans mes mains comme un mongol au lieu de taper. Il fait ça. Oh la vache. Ah ouais. Voilà. Ah oui, bah elle est bonne. En plus, donc il y a deux types de Guillaume. Ouais. Il y a celle-là que je t'ai fait là, et celle-là, c'est tout de suite, ça fait la trachée. Puis il y a celle où tu vas plus loin, et celle-là, elle étrangle ici, mais. Carotide. Et voilà. C'est un peu plus long. Celle-là, elle est rapide, t'as vu? Et t'as remarqué mon. Tu vois, non, ton single leg, très bien. Pas mal. Très bien. Single leg. J'étais à deux doigts de. C'est un petit peu mon move signature. J'étais à deux doigts de tomber. Le single leg? Je sais, oui, le single leg, oui. Ça a évité de me prendre un micro. Et oui, c'est vrai que. Attends, mais c'est important que tu signales donc, aux téléspectateurs que tu t'es mis à la boxe. Bien sûr, bien sûr. Alors, je n'ai pas encore affronté de grands champions, mais il y a un moment quand Hatch
chercher un adversaire pour remplacer Cédric Vitu. Et oui. Il y a eu des contacts. Exactement, j'étais pas disponible, tu vois. La préparation était encore un peu en dents de scie. Mais... Tu vas à Rungis, tu t'entraînes un an et demi. Et dans un an et demi, je te explique. Non, mais je m'entraîne. Tu vois, dans ma salle, des petits sacs de boxe, là, et voilà. Et tu seul ou t'as un coach? Ah non, tout seul, attends. Ah, tout seul, ok. Non, tout seul, mais je pense que je fais peut-être un peu n'importe quoi. La boxe. Sac de frappe tout seul, c'est très dangereux. Le nombre de poignées que j'ai vu péter. Après, ça va, tu vois. Poignées, mauvaises habitudes, c'est le. Non, tu peux. Et moi, après, je le fais en mode vraiment cardio. Sac de frappe tout seul, tu peux, quand t'as déjà fait beaucoup avec un coach. Sinon, c'est que des mauvaises habitudes que tu as. Ah, mais vous proposez pas, les gars, aussi? Non, mais je viendrai te voir à Rungis. Voilà. Tarif préférentiel? Tarif préférentiel, bien évidemment. Bon, on va se quitter là-dessus, alors c'est parfait si j'ai une promo. Bon, la première déjà passée. Il est venu gratter un billet. De cette saison 3. Mais Nico, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci beaucoup. Franchement, merci. On te souhaite une bonne continuation. Donc, petite anecdote. Oui, on a fait un tournoi évidemment, de poker. le poker. Ah, l'anecdote. Non, on n'est pas obligé. J'allais presque oublier. On n'est pas obligé. Au-delà du fait que il n'a pas le même niveau au poker qu'en tant qu'entraîneur de MMA. Non, c'était à signaler que Nico donne aussi de son temps. On a joué pour une association pour les enfants atteints du cancer et que voilà, c'est important dans le monde du MMA où on dit que tout le monde ce sont des brutes, ce sont des mecs qui se bagarrent, machin. Non, c'est pas que ça. C'est aussi des mecs qui donnent de leur temps pour les enfants malades et ça c'est hyper important de le souligner. C'est quelque chose qu'on va refaire. C'était Guillaume Pelletier qui a organisé ça. Que j'ai au téléphone. Très beau projet. Le nom de l'association? Les petites étoiles. Les petites étoiles. Voilà, et l'association a fait des cartes donc à l'effigie de Nico, à mon effigie, à l'effigie de Guillaume Pelletier, l'effigie de Michael Lebou, Michael Lebou de Kamel, donc tatouage qui était là. Et donc c'est vachement bien parce que on dit que le MMA c'est une petite famille et dans ce genre de réunion on a fait où le poker est anecdotique. Et ben voilà, tu as un mec comme Nico, un mec comme Mika qui viennent et qui donnent de leur temps pour les enfants. Donc chaque carte achetée, c'est un doudou pour un gamin qui est à l'hôpital malade et qui a besoin de réconfort. Et donc pour ça encore, merci beaucoup Nico parce que c'est vraiment c'est là où on voit l'humilité de la personne et puis comme on dit, c'est une belle personne. Bien sûr. Quand c'est un con, on le dit que c'est un con, mais là c'est pas le cas. Belle personne. Après le résultat au poker. Parlons-en. Alors il était très bien parti. C'est bien beau tout ça. Il était très bien parti, puis il y avait cette espèce de dédain. Tu sais, il nous regardait, genre c'est que ça le poker. Non, il y a un peu plus. Et après, voilà, alors je dis pas qui est arrivé en finale parce que j'aime pas me mettre en avant, parce que c'est complètement. Faut pas en parler. Non. Mais en tout cas, on a passé un très bon moment et on va le refaire. Donc voilà. Bon, super. Ouais. C'est top. Bon, sur ce, Nico, merci beaucoup. Merci encore, Nico. Seb, merci à toi. Et puis, nous, on se retrouve évidemment vendredi prochain à la même heure pour un nouveau MMA Chill and Fight. Soyez nombreux et nombreuses cette saison. Salut à tous. Salut.